Bonjour à tous, on va commencer. Je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux. Donc on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui dans le cadre de la Shifting Economy Week, la semaine de la transition économique qui est organisée par la région bruxelloise. J'imagine que vous avez eu l'occasion de profiter du large programme qui était proposé tout au long de la semaine avec des ateliers, des conférences, etc. Donc cette semaine de la transition économique, c'était essentiel pour mettre à l'honneur tous ceux qui contribuent justement à cette nouvelle économie. Parce que, comme vous le savez, notre activité économique repose beaucoup trop sur l'exploitation des ressources naturelles. Et ces ressources ne peuvent aujourd'hui plus se régénérer à un rythme qui permettra aux générations futures d'y accéder de manière équitable. Donc il est plus que temps d'adapter notre modèle, notamment en s'inspirant de ceux qui contribuent aujourd'hui au développement de l'économie régénérative, autrement dit, ne pas se contenter de mettre un pansement sur tout ce que nous infligeons aujourd'hui à notre société. Alors, on va débattre aujourd'hui avec nos invités. Malheureusement, on a Gaël Giraud qui n'est pas encore en ligne, qui va bientôt arriver, on l'espère. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Bruno Coleman, membre de l'Académie royale belge des sciences et professeur d'économie à l'UC Louvain, à l'ULB, Vlerick, Ischek, Saint-Louis, etc. Voilà, je pense que vous savez qui il est. Et donc, on aura Gaël Giraud, directeur du Georgetown Environmental Justice Program et directeur de recherche au CNRS, que vous connaissez bien aussi. Donc, j'en profite déjà pour remercier M. Coleman de sa présence ici. Et alors, nous accueillerons aussi un panel de discussion avec 3 écopreneuses et un écopreneur qui nous feront plaisir de partager leur expérience et de challenger nos orateurs. On aura Camille Moner de la société Natura Mater. On aura Sylvie Droulance de Consommation, Sylvie Michel du projet Graines de Malice et Alain Bribon de Citizen Fund. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie avec le débat qui sera animé par notre président. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste faire un tout petit retour en arrière pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette coalition belge des écopreneurs, donc CAIA. Donc d'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait? On avait en fait 2 organisations qui ont fusionné en mai dernier. Et donc on avait Écopreneurs Belgium et la coalition CAIA des entreprises de la transition écologique. La coalition CAIA qui a été créée en 2019 et qui avait élaboré, en collaboration avec une 50aine d'entreprises de la transition, un premier plaidoyer en 10 mesures phares. Et l'objectif principal de ce plaidoyer, c'était d'amener à la réduction de 80% des émissions globales d'ici à 2030. La coalition CAIA, à l'époque, elle a apporté sa contribution aux déclarations de politique régionale bruxelloise et wallonne. Et en 2019, elle a aussi publié des cartes blanches. On a essayé de mobiliser les citoyens et les politiques avec un maximum d'actions. Et de son côté, Écopreneurs Belgium, qui a été créé à peu près au même moment, à la même période, c'est dire s'il y avait vraiment un besoin qui émanait des entrepreneurs de la transition. Et donc, l'objectif d'Écopreneurs, c'était vraiment d'inspirer le développement via une communauté d'entrepreneurs, de pouvoir les renforcer, de pouvoir valoriser ces modèles qui sortent des sentiers battus et de renforcer le partage et le soutien mutuel. Alors, nos 2 organisations étaient évidemment convaincues que c'était important de développer des plaidoyers pour pouvoir influencer le politique et pour pouvoir avoir de l'impact. Et donc, c'est comme ça que, comme vous le savez, en 2020, Bardaf, crise sanitaire mondiale, et donc là est né le Resilience Management Group et la coalition CAIA et Écopreneurs Belgium ont mis en place, ont développé ce plan SOFIA, un plan SOFIA qui a été développé avec plus de 100 scientifiques et 180 entreprises de la transition, qui était vraiment un plan dans l'idée de mettre en place un plan de relance économique adressé aux politiques pour enclencher immédiatement la transition post-Covid, une transition durable, et éviter des nouvelles crises systémiques qui restent évidemment inévitables si on est confronté à de nouvelles crises sanitaires qui sont inévitables si on reste dans un mode business as usual. Alors, ce plan
vous voyez, c'était très très dense. Il est composé de 200 mesures. Ces 200 mesures sont réparties en 16 thématiques. Il y en a une 16e qui est la culture, qui n'apparaît pas ici sur le dessin, qu'on a développé par la suite. Et donc ce plan, il a été présenté aux politiques après la pandémie ou entre les deux confinements pour essayer justement d'enclencher des mesures et d'inspirer des mesures politiques à venir. Et je pense on a quand même assez bien influencé certaines mesures qui ont été développées. Alors, donc cette année, nos deux organisations se sont reliées, donc ont fusionné avec une mission de renforcement de l'économie régénérative, de soutenir et de nourrir l'engagement des pionniers de la nouvelle économie. Et donc, notre raison d'être, c'était vraiment pour aller vers cette durabilité forte. Alors, on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de membres effectifs qui font partie de la coalition CAIA des écopreneurs aujourd'hui. Ils sont actifs dans l'économie circulaire, dans l'alimentation, l'agriculture durable, les énergies vertes, la construction durable, la finance citoyenne, etc. etc. Et en fait, le défi des écopreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils développent des alternatives qui sont respectueuses des limites planétaires, mais évidemment, ils sortent des sentiers battus. Et pour déployer leurs activités en dehors de ces sentiers battus, ils font face à de nombreux défis. Notamment, ils ont évidemment souvent des coûts qui sont supérieurs au modèle linéaire. Ils ont des marchés de niche et souvent des consommateurs qui, en premier lieu, sont des consommateurs déjà engagés. Ils ont souvent une notoriété un peu plus faible que des acteurs qui sont historiques. Et alors, ils doivent souvent faire face au scepticisme aussi des agents économiques. Et ils ont encore une faible représentation auprès des politiques. Et c'est pour ça que la coalition CAIA est là aussi, c'est pour pouvoir défendre leurs intérêts auprès des politiques. Alors, nous avons plusieurs objectifs que je vous synthétise ici. Donc, nos axes d'action, il y a 3 axes principaux, qui est de partager et motiver, donc partager à la fois les expériences, les bonnes pratiques, etc., pour pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs à venir, pouvoir influencer, donc ça c'est vraiment l'action de plaidoyer qu'on met en place et qui est vraiment, pour lequel on est en train vraiment de reprendre le flambeau. Et alors de rendre visible et d'inspirer, donc de montrer qu'il y a d'autres modèles économiques qui existent, qui sont viables et qu'il faut évidemment encourager et qui sont souhaitables pour pouvoir préserver nos ressources. Alors, les actions de plaidoyer que nous poursuivons, comme je vous le disais, c'est vraiment un des objectifs importants. Et donc, on a déjà toute une série de thématiques qui ont été développées, qui ont été pensées dans la continuité, notamment du plan Sophia, et qui sont vraiment mises en perspective et qu'on va développer en collaboration avec le réseau pour pouvoir avoir à la fois, pouvoir échanger avec des acteurs de terrain et développer des propositions qui sont vraiment en lien avec les besoins des acteurs de terrain. Alors, je vais aller chercher Gaël Giraud, du coup. Pendant que tu laisses entrer Gaël, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous, bien entendu, en mon nom et au nom du conseil d'administration, la bienvenue ce soir. Et donc, comme vous l'avez vu, globalement, la coalition, elle souhaite un peu changer les règles du jeu. Et nous aimerions, idéalement, remettre l'économie de marché en ligne avec les limites planétaires. Et ça tombe bien, on a des personnes qui vont nous en parler aujourd'hui. Et donc, Gaël devrait être là d'un instant à l'autre, en tout cas, de ce qu'il me disait sur WhatsApp. Bonjour, vous m'entendez ? Et donc, et Bruno Coleman, comme vous l'a dit Magali. Oui. Et donc, on a soumis tant à Gaël qu'à Bruno cette question de comment rendre l'économie compatible avec les limites planétaires. Et en même temps, 4 sous-questions pour inspirer un petit peu leurs réflexions et leurs propositions. Comment, dès lors, découpler le bien-être et la prospérité de la surexploitation de la nature ? Gros sujet. Hein ? Donc, évidemment, on pourrait y passer des heures. La deuxième sous-question, comment organiser la sobriété pour qu'elle soit soutenable, équitable et non contrainte ? Un passage à la planification, notamment dans sa dimension écologique, est-il concevable ? Et enfin, comment traduire ce changement dans les modèles d'affaires des entreprises ? Et bien entendu, des entreprises à forte durabilité, régénérative, circulaire, etc.
sur les nouveaux bonnets. Voilà donc les orientations, le défi qu'on a donné à Bruno et Gaël. Et je vois que Gaël est là. Parfait, merci Benoît. Donc merci infiniment pour l'invitation. Je vais partager mon écran avec vous et partager quelques réflexions avec vous. Ça, c'est mon agenda, on n'a pas besoin. Voilà. Alors, hop, je vais vous mettre en plein écran. Parce que ce que je voudrais vous partager, c'est des travaux, à la fois les travaux qu'on a fait avec l'Institut Rousseau en France et puis les travaux, disons, académiques qu'on fait ici aux États-Unis. Et pour vous les montrer, je voudrais commencer par un travail qu'on vient de réaliser avec un gros modèle à la fois macroéconomique et climat, où on a regardé l'évolution de cette courbe-ci. Alors, vous voyez ici, c'est une courbe, ça c'est un résultat clinique. Vous avez en abscisse la température moyenne dans la journée en degrés Celsius. Et puis vous avez en ordonnée l'humidité relative à la surface de la planète. Et donc, en fait, à droite de cette courbe rouge, si vous êtes exposé plus de 6 heures à une combinaison de température et d'humidité qui correspondent à un point qui est à droite de cette courbe, eh bien, vous mourrez. Alors, pas Benoît Titre, parce qu'il est extrêmement sportif, mais tout autre être humain exposé à ces conditions-là ne résiste pas. Pourquoi? Parce qu'il fait trop humide et donc votre corps ne peut plus transpirer et donc ne peut plus se refroidir. Et je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience que c'est beaucoup plus difficile en fait de faire votre jogging dans la jungle au Vietnam, bien qu'il ne fasse que 35 degrés, que par exemple dans la savane au Tchad où il fait 40. Mais la différence, c'est qu'il fait beaucoup plus sec au Tchad. Donc c'est ça le point. Alors la question qu'on s'est posée avec les chercheurs avec qui je travaille ici, c'est quelles sont les zones qui vont être exposées à ce type de combinaison et combien de fois par an, sous quelles conditions? Et voilà le résultat. Alors il faut que vous regardiez, je vais enlever ça, pour vous regardiez la cartouche droite haut, pardon, où le code couleur est simple. En fait, c'est le nombre de journées dans l'année en moyenne à la fin du siècle où les gens qui vivent dans les régions concernées vont être exposés à ce type de combinaison létale d'humidité et de température. Et donc, alors ça, c'est le scénario du business as usual, tel que vous savez qu'en fait, ce qui a été décidé à la COP27, là, ne change pas malheureusement le scénario de base, qui est bien au-dessus de plus de degrés Celsius, qui nous emmène à plutôt plus 3,5, plus 3,8. Donc nous, on trouve plus 3,8. Et voilà le résultat, c'est-à-dire que vous voyez que la totalité du bassin de l'Amazone devient inhabitable, puisque les gens qui survivront seront exposés à des combinaisons létales de température et d'humidité quasiment tous les jours, tous les jours de l'année. Si vous êtes rouge, foncé ou brun, ça veut dire que c'est plus de 300 jours par an. Le golfe de Guinée va être très compliqué, une partie d'une frange sur la côte est de l'Afrique de l'Est, mais surtout la quasi-totalité du sous-continent indien va devenir très très difficile, et puis la totalité de l'Asie du Sud-Est, avec en particulier l'Indonésie, le nord de l'Australie. Ce que vous voyez également, c'est que la côte sud-est des États-Unis est jaune, ce qui veut dire en gros un jour sur 3 de combinaison létale de température et d'humidité, et puis la côte est de la Chine est également jaune, voire un peu orange juste en face de Taïwan. C'est le delta des trois perles, avec de gigantesques villes comme Shenzhen et Singapour. Et donc, ça veut dire que même à l'intérieur de la Chine et des États-Unis, il va y avoir très vraisemblablement d'énormes migrations internes, parce que les gens ne vont certainement pas pouvoir rester s'ils sont exposés à des combinaisons létales de température et d'humidité un jour sur 3 en moyenne. Voilà. Alors, évidemment, on peut échapper à ça, heureusement. Et donc, ce qu'on a regardé, nous, c'est comment y échapper. Et je crois que c'est un peu la question de notre rencontre et notre discussion aujourd'hui. Alors, on a examiné toute une série de scénarios. Là, vous avez un scénario extrêmement optimiste, auquel je ne crois pas beaucoup, mais espérons, où on reste à plus 1,1 degré en 2068. Ce n'est pas la fin du siècle, mais c'est 2068. Ce qui veut dire qu'on est en dessous, on est à 1,5 à la fin du siècle. Comme vous le savez, il n'y a à peu près aucune chance que ça arrive, mais regardons ce qui se passe dans ce cas-là. Et la vérité, probablement, sera entre les deux. Vous voyez. Mais même dans cette situation-là, il y a un certain nombre de régions qui vont devenir extrêmement compliquées pour l'humanité, en particulier le sous-continent indien. Alors, entre les deux, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de catastrophe? Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est essentiellement la mise en place d'incitations pour les entreprises à shifter vers le vert, si je peux dire, et puis des soutiens publics. Donc le résultat majeur de notre recherche, c'est que
Si vous voulez, on confirme le chiffre qui a été avancé par le New Climate Economy Report il y a 2 ans. Vous savez, le New Climate Economy Report, c'est un rapport qui est publié sous l'égide de Nicolas Stern, un grand économiste britannique. C'est lui qui avait fait le rapport Stern en 2006, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, le New Climate disait, il y a 2 ans, nous en avons pour 90 000 milliards de dollars d'infrastructures ouvertes d'ici 2035, si on veut rester en dessous des 2 degrés. Ou disant, si on veut avoir une chance raisonnable de rester en dessous des 2 degrés. Donc, nous, malheureusement, on confirme ce chiffre. L'AIE est légèrement plus optimiste. Elle estime que c'est plutôt entre 50 et 60 000 milliards. Alors, vous me direz, à ce niveau-là, peu importe. En fait, si, ça importe beaucoup parce que c'est quand même des sommes assez considérables et 30 000 milliards, ça fait une énorme différence. Donc, malheureusement, nous, de ce point de vue-là, on confirme le New Climate Economy Report. Donc, ce qu'on trouve, c'est que si on veut avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés à la fin du siècle, il faut dépenser en gros, d'ici 2035, en investissement vert, l'équivalent du PIB mondial actuel. Et l'autre grand résultat, évidemment, c'est que le secteur privé ne peut pas tout faire. Parce que le secteur privé, comme vous le savez, dans certains pays, est au moins aussi endetté que le secteur public, voire davantage. Dans la zone euro, le secteur privé est plus endetté que le secteur public. Donc, au fond, il y a un problème, si vous voulez, de soutenabilité financière des coûts d'investissement pour la réduction des émissions et également pour l'adaptation au réchauffement qui est déjà embarqué. Donc, qui est un sujet en général, malheureusement assez souvent négligé, c'est-à-dire que en fait, on sait que ça va continuer de chauffer, même si on arrêtait les émissions aujourd'hui, la planète va continuer de chauffer pendant un certain nombre d'années. Le niveau de la mer va continuer d'augmenter. Vous savez qu'il y a une très très grande léthargie, si je puis dire, de la réponse du niveau marin à l'augmentation de la température. Et donc, le niveau de la mer va continuer d'augmenter pendant plusieurs dizaines d'années, même si nous arrêtons demain matin d'émettre le moindre CO2. Et donc, il va y avoir des dégâts considérables. Les côtes européennes vont être redéfinies dans les décennies qui viennent, les côtes américaines également, ce qui veut dire des investissements considérables également, pas seulement pour la réduction des émissions, mais également pour l'adaptation au dérèglement climatique embarqué. Alors nous, ce qu'on a regardé, c'est comment est-ce qu'on tient compte des deux. Et si on tient compte des deux, en fait, les 90 000 milliards d'ici 2035, c'est juste impossible que ce soit pris en charge entièrement par le secteur privé, parce que c'est beaucoup trop. Et si on essaye de forcer le secteur privé dans nos simulations à le faire, on arrive à des faillites en cascade, parce que c'est insoutenable financièrement pour le secteur privé mondial. Même si, comme vous le savez, il y a énormément d'argent dans la sphère financière aujourd'hui. La sphère financière mondiale aujourd'hui, c'est 476 trillions, c'est 476 000 milliards de dollars. C'est des sommes absolument affolantes. C'est plus de 4 fois le PIB mondial. Donc, on pourrait se dire naïvement, on a suffisamment d'argent pour pouvoir financer tout ça. Mais en réalité, dès que vous regardez comment ça peut être financé par le secteur privé, c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Vous le savez bien, au moins aussi bien que moi. Donc, ça veut dire qu'il faut que le secteur public entre dans l'arène et soutiennent financièrement le secteur privé. Alors, comment on peut faire ça? Il y a différentes manières, évidemment. On peut faire des crédits d'impôt, on peut faire une taxe carbone, on peut faire surtout des subsides, des subventions en français. Alors, le point suivant que je voudrais souligner, c'est, moi, mon expérience, c'est que, à la fois du côté, disons, des patrons d'entreprise avec lesquels je peux discuter, et puis du côté de la haute fonction publique, en Europe en tout cas, et puis dans l'administration Biden, c'est très clair aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est là, au moins sur le réchauffement climatique, la nécessité d'agir très très vite. Je crois que les vieux débats qu'on a eus il y a une quinzaine d'années sur faut-il se hâter d'aller lentement ne sont plus du tout de mise aujourd'hui. Heureusement, c'est une bonne chose. En revanche, il y a une vraie difficulté qui n'est pas, disons, adressée dans le débat tel que je le vois aujourd'hui, qui est le secteur bancaire. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors là, je n'ai des résultats que pour l'Europe. Je l'ai fait avec l'Institut Rousseau il y a 2 ans, maintenant, par 1 an et demi. Mais je sais qu'il y a des travaux analogues qui sont faits sur les banques américaines et qui parviennent à des conclusions tout à fait semblables. Donc, le résultat qu'on a trouvé, nous, il y a 1 an et demi, c'est qu'on a regardé les 11 premières banques de la zone euro. Alors, évidemment, les 4 banques systémiques françaises, les 2 premières banques allemandes, les 2 premières banques italiennes, etc. Et on a regardé la part des actifs financiers directement liés aux énergies fossiles qui sont dans les bilans de ces banques. Et on a trouvé qu'au total, ça représente 530 milliards d'euros. 530 milliards d'euros. Donc, un peu moins d'un quart du PIB français, par exemple.
Alors vous me direz, bon, c'est une somme, c'est une coquette somme, mais finalement, ça doit être gérable. La difficulté, c'est que lorsque vous regardez établissement par établissement, ces actifs fossiles représentent 95% en moyenne des fonds propres de la banque, du Core Tier 1 pour les spécialistes de la banque. Alors, pour certaines banques, c'est encore bien plus. On arrive jusqu'à 115%, pour d'autres, c'est moins. Heureusement, on arrive à 75%. Et en moyenne, on est à 95%. Ce qui veut dire que les banques sont aujourd'hui, le secteur bancaire européen, mais comme je le disais, c'est la même chose aux États-Unis, se trouve aujourd'hui dans une situation délicate parce qu'il sait que si nous allons trop vite du côté de la transition énergétique, ici par exemple, nous déclarons demain matin que le charbon, puis dans quelques années le pétrole, puis dans quelques années le gaz sont des actifs échoués, ce qu'on appelle les stranded assets en anglais, alors ça va mettre en grande difficulté financière les bilans de ces banques. Et donc là, je crois qu'il y a une vraie difficulté à laquelle il faut réfléchir collectivement, parce que c'est des décisions, au fond, c'est des décisions de société. Et si ces banques ont ces actifs fossiles à leur bilan, c'est tout simplement parce que le bilan de nos banques est le miroir de nos choix de société sur les 50 dernières années. C'est très clair. Donc on a une responsabilité partagée sur la présence de ces actifs fossiles dans le secteur bancaire. Et donc, je crois que c'est une décision collective qui doit être prise pour résoudre le problème. Donc, j'ai fait quelques propositions pour avancer sur cette question. On pourra en rediscuter tout à l'heure, si vous le souhaitez. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est un autre rapport de l'Institut Rousseau, qui, à mon avis, disons, est très éclairant et donne beaucoup d'espoir, je crois, sur la faisabilité d'une transition énergétique dans les années et les décennies qui viennent. Et je crois qu'au fond, c'est ça, si vous voulez, le nerf de notre discussion. Est-ce qu'on peut, à l'intérieur du capitalisme, avancer et la réponse que je donne, c'est oui. Alors, je vais revenir sur les entreprises dans 5 minutes, mais je voudrais encore passer 4 minutes sur ce rapport qu'on a baptisé 2% pour 2 degrés. Ce qu'on a regardé, ce qu'on s'est dit, c'est au fond, il y a une série de scénarios de transition énergétique pour la France. Alors, je serais ravi de le faire pour la Belgique. Je n'ai pas eu de mission sur la Belgique. Nous sommes en discussion avec le Parlement européen pour le faire pour la Belgique et un certain nombre d'autres pays de la zone euro. Donc, je me pardonnerai de parler beaucoup de la France. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est, au fond, si on voulait faire cette transition, et si on voulait que l'économie française atteigne, disons, la neutralité carbone nette en 2050, ce à quoi il s'est engagé, qu'est-ce qu'il faudrait faire, premièrement, et puis combien ça coûterait, et qui paierait. Et donc, un tel travail n'avait jamais été fait, à ma connaissance, donc pas avec ce degré de granularité, de détail. Et donc, on a sorti ça en mars dernier. Et le résultat, je crois, est relativement réconfortant, puisque, pour vous donner la fin du film, si je puis dire, ça ne coûterait que, entre guillemets, 2% du PIB français chaque année d'ici 2050. Et 2% du PIB, je crois que pour viser la neutralité carbone nette, c'est tout à fait abordable, pourvu qu'on en ait la volonté. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Premièrement, on a évidemment identifié les sources d'émissions. Donc là, vous avez dans le camembert qui est ici, les différents secteurs de l'économie française. Vous avez ici le transport, vous avez ici l'industrie. Voilà. Et alors, la première surprise, c'est que le transport, ce n'est pas une surprise. On sait bien que les transports polluent énormément, en particulier la voiture thermique. C'est 17% de nos émissions, en France en tout cas. Je suis à peu près certain que c'est la même chose en Belgique. En revanche, la surprise, c'est que le deuxième poste d'émission, ce n'est pas le bâtiment, contrairement à ce que j'écris moi-même pendant des années, auquel il y a une dizaine d'années, mais désormais, c'est à égalité l'industrie et l'agriculture avec 19%. Et le bâtiment n'arrive qu'en 4e position avec 17%. Du côté de l'agriculture, vous le savez certainement, c'est les émissions de méthane, en particulier liées à l'élevage. Pour la France, c'est 9%. Et puis, vous avez ensuite, évidemment, les cultures et les engins motorisés. Et puis, vous avez l'industrie, voilà, à 19%. Et donc, ça veut dire que si on veut décarboner, il faut évidemment s'attaquer à la question du transport. Je vais y arriver dans un instant. Comment est-ce qu'on verdit les transports en Europe? Mais il faut également regarder la question de très près, la question de l'industrie et de l'agriculture. Et donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a identifié 33 leviers d'action pour décarboner l'économie française. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, donc c'est évidemment sur les transports, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, la production d'énergie, la question des déchets qu'il faut retraiter, et puis la question des puits de carbone, c'est-à-dire comment, alors je vais vous expliquer pourquoi, je reviens dans un instant, et puis les leviers transverses, en particulier l'action publique. Les puits de carbone, quoi? Oui, allô? Oui, oui, ça marche.
Oui, il y a des puits de carbone. Pourquoi? Parce que donc nous ne sommes pas arrivés à la neutralité carbone brute. Autrement dit, dans notre scénario à nous, mais je ne connais aucun scénario pour la France qui atteint vraiment la neutralité carbone brute en 2050, il reste des émissions résiduelles en 2050, lesquelles il en reste essentiellement dans l'industrie. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décarboné, on a essayé de décarboner l'essentiel de l'industrie, mais il y a un reste qui est extrêmement coûteux à décarboner, et donc on a renoncé. Et puis, il y a également dans l'agriculture, puisqu'on a renoncé à exiger de tous les Français qu'ils deviennent végétariens d'ici 2050. Donc, il reste de la production de méthane via l'élevage notamment, puisqu'il reste dans le menu français en 2050, il reste de la viande dans notre scénario en 2050. Et donc, du coup, nous avons besoin d'avoir des puits de carbone pour compenser le résidu d'émissions de carbone en 2050. Et donc, alors chez nous, c'est essentiellement la forêt, ce qui veut dire qu'il faut absolument prendre soin des forêts en Europe, parce qu'elles vont jouer un rôle majeur dans la possibilité ou non pour l'Europe de décarboner dans les années qui viennent. Ce qui veut dire en particulier qu'il faut les protéger des incendies géants et des tempêtes qui vont éventuellement arriver du flanc atlantique ouest. Alors ensuite, donc ça c'est la description, si vous voulez, de notre scénario. On a regardé, en fait, on a comparé deux types de scénarios. Un scénario, disons, du business as usual, qui est le prolongement des tendances actuelles, où, disons, pour le dire très très vite, évidemment maladroitement, on fait pas du tout suffisamment pour décarboner l'économie française, versus le scénario que nous proposons, qui vise à cette décarbonation. Voilà. Et alors, le coût, et c'est ça qui nous intéresse, je pense, aujourd'hui, le coût qu'on a trouvé, c'est essentiellement ceci. Donc, il y a 125 milliards d'euros par an qui sont de toutes les manières déjà dépensés dans le business as usual, qu'il s'agit de réfléchir vers des investissements verts. Et puis, il y a 57 milliards par an de dépenses qui sont en plus, de dépenses additionnelles. Et c'est ça les 2%. Oui. Donc, le coût total d'investissement vert par an, c'est 182 milliards. Ça commence à devenir extrêmement substantiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le coût additionnel, si vous voulez, en additionnalité, ça n'est que 57. Et les 57 se répartissent de la manière suivante. C'est à peu près 30 milliards pour le secteur privé et 27 milliards, en gros, à la louche, pour le secteur public. Voilà. Alors, si vous regardez quels sont les secteurs dans lesquels on investit, si vous regardez en investissement brut, non pas en additionnel, mais en brut, c'est évidemment le transport et les bâtiments qui se taillent la part du lion pour des raisons de massification. C'est-à-dire que le transport, en fait, même si vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, au niveau d'une voiture, ça ne coûte pas si cher que ça. Il y a beaucoup de voitures. Donc, c'est ça le point. Ça finit par faire des sommes colossales. Même chose pour les bâtiments. La rénovation thermique d'un seul bâtiment ne coûte pas forcément très cher. Vous voyez, comme vous avez un parc immobilier extrêmement abondant, si vous comptez tous les bâtiments, à la fois le privé et le public, le résidentiel, les bâtiments administratifs, la caserne de pompiers à Brive-la-Gaillarde, voilà, ça fait beaucoup. Et donc, ça finit par coûter relativement cher. En additionnel, c'est le bâtiment qui se taille la part du million et pas tellement les transports. Il se dit qu'en réalité, pour les transports, ce qu'il s'agit, c'est simplement de réfléchir à un certain nombre de dépenses orientées aujourd'hui, toujours orientées vers la voiture thermique, mais de réfléchir vers la voiture électrique. Voilà. On pourra en reparler si vous voulez. Alors, je vais m'arrêter là pour le partage de mon écran et puis je vais simplement terminer cette première intervention en disant que, de mon point de vue, du côté de, si vous voulez, si je prends un tout petit peu de recul, j'essaie de faire un peu l'économie politique de ces scénarios, des chiffres que je vous ai donnés. Je crois que le grand enjeu pour nous, c'est d'apprendre à faire du commun dans notre société. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, je crois, c'est que, si vous voulez, on a, de mon point de vue, on a 4 grands schémas institutionnels avec lesquels nous sommes habitués en Europe depuis plusieurs siècles maintenant à construire nos institutions. Vous avez le public d'un côté, disons c'est l'État, vous avez le privé, c'est le secteur privé, puis vous avez ce que j'appelle le commun, et puis le tribal. Alors le tribal, c'est, si vous voulez, une manière de s'organiser entre nous où on décide qu'on partage tout à l'intérieur de la tribu avec mes amis, puis ceux qui ne sont pas dans ma tribu, ce sont les ennemis. Vous voyez, donc il y a une construction du rapport au monde ami-ennemi, bien connu par exemple chez un juriste allemand comme Carl Schmitt. Voilà, et ce à quoi je crois on peut observer, on assiste aujourd'hui en Europe, aux États-Unis de manière claire, en Inde aussi par exemple, en Afrique subsaharienne dans une certaine mesure avec Boko Haram, c'est à une retribalisation de nos rapports sociaux. Voilà. Et je crois que contre ça, il faut lutter absolument, et ça passe notamment par l'état de droit. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui au Liban,
La société libanaise est en voie de rétribalisation accélérée. Et je crois que le seul moyen, c'est d'avoir un public, disons une instance publique, une instance étatique, qui permette de réinstaurer l'état de droit. Mais il y a un certain nombre de ressources qui vont devenir rares pour nous. Et donc, le seul moyen, à mon avis, de faire face à cette raréfaction d'un certain nombre de ressources, je pense notamment aux ressources minières, c'est les communs. Et les communs, ça veut dire créer des institutions qui permettent de partager de manière démocratique à l'intérieur de la communauté qui prend soin des communs, sans priver, enfin, de dire en entrant dans un rapport non violent avec ceux qui ne font pas partie de la communauté. Alors, je vous donne un exemple et je vais m'arrêter là, je me trompe. BNDI, Drugs and Neglected Disease Initiative, c'est une plateforme assez extraordinaire qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant par des médecins, qui est à Genève et qui s'occupe de produire des thérapies contre les maladies négligées par le secteur privé. Parce que ceux qui en souffrent sont trop pauvres et donc c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de business model, disons, au secteur privé pour produire ces thérapies. Alors, par exemple, DNDi produit aujourd'hui des thérapies en Égypte contre l'hépatite C pour $300, alors que ce genre de thérapie coûte au moins 2 000 € en Europe. Comment DNDi réussit ce miracle? Eh bien, en mettant autour de la table le secteur privé, Big Pharma, le secteur public. Vous avez les États souverains qui sont là, qui participent à la négociation, qui financent en partie la recherche, et puis les ONG, la société civile, qui identifient les besoins et ensuite distribuent les thérapies sur le terrain. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, DNDi est un prototype d'institution hybride qui permet de traiter la santé comme un commun global. Et je crois qu'avec la pandémie, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, au fond, nous sommes tous interdépendants en matière de santé. Disons, la santé d'une famille chinoise à Wuhan nous concerne tous. Et nous sommes aussi interdépendants avec la santé et les écosystèmes qui nous entourent. C'est le grand thème au sein des Nations Unies, One Health. Sur la planète, il y a une seule santé qui concerne tous les êtres vivants, pas seulement les humains. Et donc, si on pense que la santé est un commun global, et si on se dit, au fond, privatiser complètement la santé n'est pas une bonne idée, parce que si vous la privatisez entièrement, par exemple, vous rendez payant le vaccin, et si vous rendez le vaccin payant, les plus pauvres ne pourront pas y accéder, et donc le virus va continuer de pulluler, et va muter, et va défier le vaccin auquel les plus riches auront eu accès. Donc le seul moyen, je crois, enfin l'un des moyens, c'est de traiter la santé comme un commun, et la grande question, c'est comment on fait. Et donc je crois que DNDi est un prototype d'institution internationale, hybride, où au lieu de se faire une compétition entre privé, public et société civile, on apprend à collaborer, on apprend à organiser une conversation qui permette ensuite de faire des miracles. Voilà, je crois que c'est ça qui nous permettra de décarboner nos économies et de faire face aux défis écologiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël. Bon, on démarre sur les chapeaux de roue. Une nouvelle institution hybride pour gérer les communs. Voilà de quoi nous faire phosphorer ce soir. Et enchaînons directement avec Bruno Coleman, qui va lui aussi un peu vous faire part de ses réflexions, propositions et orientations pour atteindre nos objectifs de respect des limites planétaires, bien entendu. Voilà. Bonsoir à tous. Et d'abord, je suis très honoré d'être parmi vous, mais surtout en présence de Gaël Giraud, que je félicite pour la qualité de ses écrits. C'est tout à fait passionnant. Et pourquoi est-ce que je suis devant vous aujourd'hui, ce qui est plutôt atypique, parce que j'ai arrêté d'avoir des fonctions dirigeantes dans le secteur financier et que j'ai consacré mes vacances d'été à réfléchir à un domaine qui m'avait un peu échappé, à savoir le point de rencontre de l'écologie et de l'économie. Et donc j'ai passé ces 3 mois d'été à écrire. J'ai commis quelques articles qui ont eu un certain retentissement dans la presse belge et donc ils vont conduire à un livre qui sera bientôt publié. Et en vérité, je me suis rendu compte pendant ces vacances que ma génération n'a pas d'excuses parce que nous avions été prévenus. Il y a eu le Club de Rome, je crois fondé en 69, qui a conduit notamment au rapport Meadows, dont on a célébré le 50e récemment. Il y avait aussi René Dumont, qui était donc candidat à l'élection présidentielle de 74 en France, dont j'avais dû, en 76, lire le livre « L'utopie et la mort », qui était extrêmement clair. Et quand on lit tant le rapport Meadows que les documents de René Dumont, ils sont d'une actualité tout à fait brûlante. Mais ces documents n'ont pas été audibles dans les années 70 parce que c'était d'abord une décennie de récession, c'était une décennie de choc pétrolier, de chômage,
d'inflation, de manque de croissance, et on n'a pas compris pourquoi ces rapports inquiétaient quant aux conséquences de la croissance, puisqu'on n'avait justement pas assez de croissance quand les rapports ont été publiés. Ce n'est qu'après qu'on s'en est rendu compte. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui avait pu changer dans nos économies? Et bien sûr, le point de départ, ça doit certainement être ce fameux néolibéralisme qui s'est donc déployé dans les années 79 et 80 et bien plus après en Europe. Et je crois aujourd'hui que sagement, sereinement, il y a une incompatibilité entre la tempérance environnementale et la frénésie narcissique de l'économie de marché, à tout le moins comme les anglo-saxons l'ont modélisé. Puisque c'est en fait un modèle économique qui privilégie la consommation immédiate et sans limite du présent au détriment du futur. Et donc on doit réfléchir, au-delà du choc de modèle, à la façon dont on a mesuré la valeur des choses. Et là c'est assez intéressant parce que la notion de valeur, notamment dans le domaine financier, a évolué au cours des 2 derniers siècles. D'abord, il y a eu quelques économistes classiques, comme David Ricardo et Jean-Baptiste Say, qui ont postulé, il y a près de 2 siècles, qu'on ne devait pas tenir compte dans les coûts de production, dans la valeur, des ressources naturelles parce qu'elles étaient infinies. Et d'ailleurs, on retrouve toujours dans le calcul du PIB aujourd'hui cette notion de l'infinité des ressources naturelles. Seul le coût de transformation ou d'extraction intervient, mais pas la ressource en tant que telle. Et encore moins, bien sûr, le coût de remédiation de la ressource dans l'hypothèse où elle est entamée. Et puis, la révolution industrielle est arrivée, et le penseur central du 19e, c'est Marx, qui théorise le capital, la monnaie, et qui part de l'idée que la richesse ou le capital se construit par accumulation. Pas par anticipation, mais par accumulation. C'est-à-dire que la monnaie trouve une nouvelle existence, on paye le prolétariat avec de la monnaie, la survaleur est capturée par le capitaliste qui peut donc accumuler du capital. Mais donc, à aucun moment, on ne comprend la valeur comme étant un phénomène d'anticipation du futur. On devra attendre à peu près un demi-siècle pour qu'une nouvelle notion de valeur se déploie au rythme du développement, d'abord du Royaume-Uni, mais aussi des États-Unis, comme étant les 2 puissances dominantes du XXe siècle. Et en fait, quand on s'intéresse à la finance qu'on qualifie aujourd'hui de moderne, on voit que la valeur n'est plus mesurée par ce qui a été accompli et donc ce qui peut être partagé, elle est mesurée par l'anticipation du futur. Donc en fait, de manière assez subtile, et ça semble être une évidence aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a un siècle, on a renversé le vecteur de temps. On est passé d'un temps qui partait du passé vers le présent pour lui faire une torsion de 180 degrés, pour partir du futur anticipé, espéré, vers le présent. Et en fait, on peut retrouver dans cette finance moderne une trame calviniste de la prédestination, c'est-à-dire qu'on doit tester en permanence, dans ce capitalisme qui est très inductif, on doit tester en permanence les hypothèses du futur qu'on doit ramener en valeur d'aujourd'hui pour savoir quel est le bon choix à faire ou à tout le moins quelle est la valeur d'un bien, d'un service ou de toute ressource. On a donc on a anticipé la valeur de toute chose et on négocie cette valeur par des marchés boursiers qui sont en fait là pour négocier le futur de manière contradictoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on anticipe le futur, on doit faire intervenir 2 éléments. D'abord, le prix du temps à venir, la notion de taux d'intérêt. Et pourquoi est-ce que je vais parler du fait que c'est une logique protestante, calviniste? Parce qu'on sait que l'Église catholique a pendant très longtemps et encore maintenant réfuté la notion de taux d'intérêt au motif que c'était un vol du temps qui était donné gratuitement par Dieu à l'homme. Les calvinistes ont intégré dans la sphère, on va dire, la sphère de commerce, on va dire le taux d'intérêt, et le taux d'intérêt est utilisé pour diminuer la valeur du futur espéré. Donc ce qui veut dire que quand on a aujourd'hui la mesure d'une valeur qui va conduire à épuiser des ressources dans le futur, et quand ça arrive dans très longtemps, le taux d'intérêt, le prix du temps, conduit à minorer la valeur de ce dommage qui devient quasiment négligeable si tant est qu'il se présente dans un siècle ou même dans 50 ans. Et d'autre part, comme le futur nous est inconnu, on fait intervenir cette incertitude du futur
en diminuant la valeur de ce qu'on croit être par ce qu'on appelle une prime de risque. C'est-à-dire qu'on associe à chaque élément futur une notion d'incertitude qui conduit à en diminuer la valeur contemporaine. Et donc, en fait, on est passé d'un système qui consistait, il y a un siècle, à mesurer ce qui était partagé, vers un système où on tente de rentrer dans le futur, mais en diminuant la valeur du futur de manière systématique, et surtout de ce qui est négatif. Et donc, ça conduit, quand on diminue la valeur du futur, à augmenter la valeur du présent. Et donc, ce système d'économie de marché néolibérale tente en fait à faire exploser la valeur du présent au détriment du futur. On a donc renversé le sens du temps. Donc, c'est comme si on avait même aspiré le futur. Et c'est pour ça que le capitalisme anglo-saxon est plus volatile que le capitalisme rhénan, ou en tout cas européen qu'on avait avant, parce qu'à partir du moment où tout est mesure du futur et qu'on oscille en permanence en tout cas qu'on émet des oscillations quant à cette estimation du futur, on aspire les crises du futur, c'est-à-dire on crée de la volatilité dans la valorisation contemporaine. Donc ce qui veut dire que le système capitaliste tel qu'il mesure la valeur aujourd'hui ne mesure pas bien, voire pas du tout, les dégâts environnementaux qui arriveront dans un certain temps. Alors, les marchés financiers eux-mêmes n'en tiennent pas compte. Je crois qu'un jour, ils devront intégrer, avant que ça arrive, un krach écologique. Il y aura sans doute un krach financier, ou en tout cas des variations financières qui vont devoir intégrer cette volatilité du futur qui se rapproche de plus en plus. Mais je crois que la solution passera par les outils du capitalisme. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui avoir beaucoup d'idées, on peut avoir des expressions, des prises de conscience, mais je crois qu'on attaque, ou en tout cas on conscientise bien un système avec les outils qu'il utilise. Or, si le capitalisme utilise de manière conventionnelle une certaine formulation de la valeur, c'est peut-être cette formulation de valeur qu'il faut modifier, en changeant par exemple le prix du temps, en faisant intégrer dans tous les calculs financiers le prix de l'incertitude lié à l'épuisement des ressources naturelles. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est par la comptabilité qui est vraiment l'essence du dialogue capitalistique. Parce que finalement, la monnaie, le comptage, la comptabilité sont des événements tout à fait consubstantiels il y a à peu près 3 000 ans avant Jésus-Christ. On devrait un jour trouver une comptabilité, et je crois qu'on en est proche, qui fait intervenir la véritable valeur non seulement du capital, mais des 2 autres facteurs de production, à savoir le travail et la nature. Et que le compte de résultat d'une entreprise, quelle qu'elle soit, reflète l'épuisement des humains et de la nature, mais aussi, de manière positive, ce que l'entreprise fait pour remédier à cet épuisement. Comme si l'entreprise devait en permanence reconstituer un capital nature, un capital humain, comme elle le fait d'ailleurs pour son capital financier de manière traditionnelle. Et si on en arrive à intégrer cette nouvelle notion comptable, qui va beaucoup plus loin que simplement facturer une tonne de CO2, parce qu'on prendrait la nature comme étant un capital, eh bien, on pourrait imaginer qu'un jour, les entreprises aient un bilan beaucoup plus riche que ce qui est présenté maintenant, voire que des agences de notation s'intéressent à la valeur sociétale des entreprises et pas simplement à leur performance financière, et on verrait alors que toute la finance pourrait se réorienter vers des balises de mesures qui soient à tout le moins comprises et peut-être acceptées par le secteur financier. Et moi, je crois que c'est par cette voie-là qu'il faut appréhender le système, parce que la prise de conscience frontale risque peut-être même de conduire à l'inaction au motif que la prise de conscience soit assimilée à de l'action. Je crois d'ailleurs qu'à un certain moment, il faudra, et je crois que Gaël Giraud ne me démentira pas, puisqu'il parle d'un montant qui est équivalent à une année de PIB, mais le PIB mondial, c'est 100 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je crois qu'à un certain moment, il faudra du dirigisme économique. Il est très peu probable que le capitalisme spontané, de manière naturelle, intègre cette remédiation de la nature. Pas du tout, puisqu'en fait, son but, c'est l'utiliser. Et d'autre part, et ce sera peut-être basé sur cette comptabilité qui reste à imaginer, mais je répète, on en est proche, on devrait peut-être imaginer une vision partenariale des États avec les grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises n'ont pas intégré ces réalités. Si un jour on imagine un monde qui est beaucoup plus harmonieux, où les pouvoirs publics
vraiment, mais entretiennent un dialogue de qualité, responsable et contradictoire, avec les entreprises, pour leur faire comprendre que finalement, il y a un bien commun, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a un bien commun à préserver au-delà de l'intérêt financier immédiat, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose de construit. Et je crois que c'est ça que je vais continuer en tout cas à étudier, parce que ce langage de la comptabilité est quelque chose qui peut se greffer sur ce que les entreprises utilisent maintenant et qui est en fait l'essence du capitalisme. Voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques mots, et sans transparent, parce que je trouvais que c'était plus facile de le faire de manière simplement verbale. Et excusez-moi pour ma voix que je suis en train de perdre, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bruno. J'ai vu Gaël acquiescer plusieurs fois et presque en continu sur ce que tu disais. Et donc je pense que ça va nous permettre un premier échange. Et donc justement, prenons maintenant un peu de temps pour échanger entre vous. Et peut-être Gaël, est-ce que je peux te faire réagir à ce que Bruno vient de nous présenter, les pistes qu'il propose? Ok, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux qu'on puisse avoir cette discussion parce que je suis vraiment à 300% d'accord. Donc, la manière dont pour ma part, je comprends ce qui vient d'être dit et à quoi je souscris entièrement, c'est, bon, il y a une ligne de fond, me semble-t-il, qui remonte, d'après ce que je vois moi, mais je ne suis pas un historien, mais quand même, au moins au XIVe siècle, je vais y revenir. Puis après, il y a une vague plus récente avec les IFRS et les IAS, avec la réforme de la fair value en 2005. La vague de fond à partir du XIVe, c'est ce que vous avez décrit, hein, ça s'inaugure, si je comprends bien, dans les banques italiennes du nord de l'Italie au XIVe, mais c'est l'idée de capitaliser une ressource. Donc, par exemple, un banquier à ce moment-là va dire, tel navire qui est supposé traverser la Méditerranée pour aller chercher, que sais-je, des épices, en fait, il vaut aujourd'hui la somme actualisée des revenus qu'il va me rapporter dans le futur. Donc ça, c'est une opération comptable, symbolique, et comme vous l'avez très bien dit, au fond, c'est même une opération théologique, puisqu'on est en train de prendre l'avenir et de dire l'avenir, ça n'est que ça, je sais ce que c'est, ça vaut ça, et ça donne la valeur au présent. Donc cette opération de capitalisation, bon, elle est restée relativement marginale à l'époque, au XIVe, elle ressurgit de manière massive au XVIIIe. En fait, c'est assez amusant chez les forestiers allemands, ils veulent connaître le prix d'une forêt. Alors, ils disent, voilà, une forêt, ça rapporte tant de quintaux d'arbres à l'année sur les X décennies qui viennent, et donc, avec un taux d'actualisation qui est évidemment central, on le calcule, ça vaut tant aujourd'hui. Et puis ensuite, au 19e, ça rentre vraiment dans la comptabilité de tout le monde, mais ça ne devient universel qu'après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, toute la finance est construite sur cette idée. La valorisation d'un actif financier, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, c'est supposé être la somme actualisée des revenus futurs qui va rapporter, avec cet énorme débat sur le taux d'actualisation, combien on le prend. Bon. Alors, au point de vue de l'économie la plus mainstream, il y a eu d'énormes travaux là-dessus. Moi, jusqu'à présent informé, les travaux les plus pointus que je connais là-dessus concluent qu'en réalité, à l'intérieur même du capitalisme et dans une zone d'économie la plus mainstream, le taux d'actualisation devrait être égal au taux de croissance réel de l'économie. Sans prime de risque et sans rien, voilà. Et donc, petit r égale G, en fait, pour prendre les notations qu'utilisent les économistes. Voilà, c'est débattu. Par exemple, quelqu'un comme Nordhaus n'est pas d'accord. Mais évidemment, ça pose l'énorme question de savoir quel sera le taux de croissance réel dans l'avenir. Et évidemment, personne n'en sait rien. Ce qui nous renvoie quand même à ce que vous disiez, c'est-à-dire une vraie nuit de l'ignorance qu'il faut juste admettre. Bon, ça c'est donc, de ce que je comprends, c'est la ligne de fond. Et alors, vous dites, il y a quelque chose de calviniste là-dedans, lié qu'à la prédestination, c'est très possible. Oui, effectivement, en tout cas, il y a une capture de l'avenir qui, au Moyen-Âge, n'appartient qu'à Dieu, mais qui est ramenée à ce que nous savons aujourd'hui. Donc là, il y a une opération symbolique, théologique, spirituelle qui est extrêmement forte, quoi. Et puis, il y a une ligne plus récente qui est ce qui s'est passé en 2005, après 10 années de bagarre. Vous devez connaître beaucoup mieux que moi sur la comptabilité des entreprises cotées et ce qu'on appelle les normes comptables internationales, les normes IFRS et les normes IAS, où on a introduit l'idée que la valeur des actifs d'une entreprise cotée devait être égale à chaque instant à leur valeur de marché. Donc, on a fait rentrer en fait les bulles spéculatives dans le bilan des entreprises cotées et on a renoncé à un vieux principe comptable tout à fait honorable qui date du 19e et que la valeur d'un actif, c'est son coût historique.
Voilà. Et donc, bon, moi, à ce moment-là, il se trouve que je travaillais sur les marchés financiers comme consultant pour un certain nombre de banques, consultant scientifique, et on m'avait demandé de travailler sur cette question et de réfléchir à la manière dont il faudrait réviser les stratégies d'optimisation de portefeuille des banques. Voilà, et donc c'est pour ça que je connais un tout petit peu ce sujet. Alors, je vais être un tout petit peu peut-être répétitif, mais moi, je crois qu'il faudrait revenir à la comptabilité d'avant 2005. Je crois que les banques françaises étaient vent debout contre cette initiative qui a été imposée finalement, si j'ai bien compris, par le secteur bancaire américain. Mais vous avez dit des choses encore beaucoup plus profondes que ça, je crois, qui est comment est-ce qu'on fait entrer dans la comptabilité le capital naturel. Et vous savez sûrement qu'il y a deux comptables français, Richard et Rambaud, voilà, qui travaillent là-dessus, c'est le système CARE. Il y a un système analogue qui a été proposé par la Banque mondiale il y a quelques années, mais qui me semble beaucoup moins satisfaisant. Et je pense que quand vous disiez on est proche d'avoir un contrat qui tourne de cette manière-là, je crois qu'en tout cas, Rambaud et Richard sont assez proches effectivement d'atterrir. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Je n'ai pas les derniers développements, mais disons il y a 2-3 ans, il me semblait qu'ils étaient assez proches effectivement d'avoir un système comptable qui tourne complètement. Alors leur idée, c'est à la fois d'introduire le capital financier, le capital humain et le capital naturel, en valorisant le capital naturel, comme vous l'avez dit, au coût le remplacement de la ressource naturelle qu'on est en train d'utiliser. Voilà, ce qui me semble tout à fait la très bonne idée. Alors, comme vous le savez sûrement, du côté des écologistes, pas des militants, mais des gens qui font de l'écologie, ou des écologues peut-être, il y a tout un débat là-dessus, parce que, si vous prenez un point de vue à la fois, disons, de botaniste, et puis de thermodynamicien, il y a sous-jacent à cette idée comptable, l'idée qu'on doit pouvoir restaurer l'état initial avant prélèvement de la ressource. Et voilà, évidemment, du coup, quand vous parlez avec des botanistes, des biologistes ou des thermodynamiciens, ils vous diront c'est juste pas possible. Si j'ai détruit une partie de la forêt, je peux replanter, ce sera jamais la même forêt, l'écosystème ne sera pas le même, etc. Voilà. Et d'un point de vue thermodynamique, évidemment, l'entropie augmente quoi qu'on fasse. Voilà. Je ne crois pas que ce soit guériment, et donc je reste très optimiste sur cette méthode comptable. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut absolument qu'on arrive à pousser ce genre de réforme comptable. On pourrait prendre l'occasion de la réécriture des normes IFRS et des normes IAS pour introduire dedans le capital naturel et le capital humain. Voilà. Et puis, ce que vous avez dit tout à la fin sur la nécessité d'un vrai partenariat responsable entre la sphère politique et les grandes entreprises, je suis là aussi à 200% d'accord. Je crois que c'est exactement ça la question du commun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise une conversation, comme on dit aux États-Unis, une conversation un peu responsable entre adultes sur ces questions-là, plutôt que, si vous voulez, moi, dans mon expérience, je suis sûr que vous faites la même, quand je parle à un certain nombre de patrons d'entreprise, quelquefois ils me disent on aimerait bien en fait être soumis à des normes plus strictes d'un point de vue écologique, ce qui nous délivrerait de la course disons, au moins 10 ans écologique à cause de la concurrence dans laquelle nous sommes placés, nous aimons nos concurrents, nos compétiteurs. Voilà. Et alors évidemment, dans ce cas-là, ça renvoie la balle du côté de la puissance publique. Et puis du côté de la puissance publique, on nous répond, on aimerait bien que le secteur privé nous dise quoi faire. Peut-être je caricature un petit peu, mais voilà, je crois qu'on a vraiment besoin d'une discussion sérieuse et responsable à ce niveau-là. Et je crois que la question de créer des communs globaux, considérer vraiment le climat comme un commun global, les fonds des océans, vous savez qu'il y a une discussion aux Nations Unies aujourd'hui sur cette question, la biodiversité, parce qu'au fond, la biodiversité qui est souvent traitée comme un problème local, en réalité est un problème global, au sens où les entreprises françaises qui interviennent aujourd'hui dans la forêt indonésienne ont un impact sur la biodiversité indonésienne pour des motifs économiques qui regardent l'Europe. Et donc l'Europe, en réalité, ne peut pas être indifférente à la biodiversité indonésienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, tout ceci pour dire que je suis à 200% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Bruno, à vous la parole. Je vais peut-être réagir d'abord en vous remerciant, parce que votre idée des communs, que j'ai soigneusement décryptée et lue, finalement, ça pose une autre question, c'est de savoir si la notion de propriété privée est compatible avec toute cette remédiation écologique qu'on doit considérer maintenant. Et la réponse est sans doute négative. Mais ce qui est amusant quand on parle de valeur des choses, c'est que si on utilise l'outil du capitalisme pour valoriser la planète, on voit que la valeur de la planète a baissé. Si on se place au moment d'Adam et Ève, quel était le taux d'intérêt ? Comme il n'y avait rien à faire, le temps était rond, était cyclique, on peut imaginer qu'il était de 0%. Est-ce qu'il y avait une incertitude quant à l'avenir ? Non, parce qu'il n'y avait personne sur Terre. Et donc la valeur était grande. Aujourd'hui, le taux d'intérêt n'est pas nul. Il est largement positif puisqu'on utilise plus qu'une planète.
Donc, on augmente la valeur du temps, en tout cas le coût du temps. Et on a plus d'incertitude parce qu'on sait qu'on se rapproche de krach écologiques. Donc, la valeur de la planète, selon la métrie du capitalisme, a baissé. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui voudront bénéficier de la planète devront payer plus cher pour compenser cette perte de valeur. Et donc, ça va créer, et on le voit déjà maintenant, des inégalités sociales, puisqu'en fait, le capitalisme, qui gère l'équilibre par les prix, va faire en sorte que certaines personnes seront capables d'utiliser, entre guillemets, c'est un mot bancal évidemment, la terre, et puis d'autres pas. Et donc, même en utilisant la métrique du capitalisme de manière tout à fait froide, sans affect, on arrive à quelque chose qui est évident, qui est tout à fait évident. Et donc, je crois qu'on va devoir réfléchir. Et effectivement, vous l'avez dit à très juste titre. J'étais en contact avec eux, d'ailleurs. Il y a une école française de comptabilité environnementale qui s'est développée, qui s'appelle CARE, et en fait, qui progressivement tente à utiliser un mot qui va peut-être vous être familier, mais évangéliser cette comptabilité auprès de grandes entreprises françaises. Et je suis certain que dans 10 à 15 ans, ça va se généraliser. Et là, on aura, je crois, une prise de conscience qui sera non pas répulsive, mais harmonieuse avec les tenants du capitalisme. Je confirme, à ma connaissance, il y a une quinzaine de doctorants qui travaillent sur le modèle CARE avec Alexandre Rambaud, comme disait Ken. Ce qui est intéressant déjà, c'est que on sait qu'on doit réorienter, on doit transformer notre économie, changer de système énergétique notamment, pour permettre la décarbonation, le respect des limites planétaires. Idéalement, il faut le faire en rassemblant le public, le privé et les ONG pour la gestion des communs. Il y a l'outil comptable et la valorisation. Comment est-ce que vous voyez tout ça fonctionner et quelque part, plaçons-nous en tant que coalition Kaya, où nous essayons être force de proposition envers les décideurs politiques, notamment en Belgique, mais aussi via Ecopreneur Europe au niveau européen. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez de plaider pour aller dans ce sens? Moi, je crois, si je peux me permettre de prendre la parole, c'est que il faut continuer ce travail de conscientisation. Et je répète, moi, pendant 40 ans, je n'ai pas été attentif à tout ça. Donc, j'ai du travail à faire en moi-même et avec ma génération. Certains, comme Olivier Lefebvre, ici présent, ont été convertis depuis bien plus longtemps et à juste titre. Et je pense que chacun doit utiliser son moyen d'expression, la parole, l'écriture, le débat, pour conscientiser le monde politique. François Mauriac avait une belle phrase, il disait « Écrire, c'est aussi agir ». Mais l'écriture est importante. Je crois que ce qui serait le plus dangereux, c'est d'avoir des expressions fugaces de prise de conscience qui soient des feux follets, c'est-à-dire qui s'éteignent rapidement, qui ne soient pas entretenus par un courant structuré de pensée. Parce que là, on va avoir des personnalités qui vont apparaître et qui vont disparaître. Donc c'est un travail de très très longue haleine qui doit être fait. Et je pense que le monde académique a un grand travail à faire parce qu'il est censé porter la flamme de la connaissance de génération en génération. Donc dans les universités, il y a un travail à faire. Et je crois qu'il est en train d'être initié. Et donc c'est bien. Donc voilà, c'est un chemin. Oui, je peux réagir quand même un tout petit peu sur la question de la propriété privée. Donc j'ai écrit un livre là-dessus. Mon point de vue à moi, c'est qu'il y a deux écueils à éviter. Il y a un écueil qui est laisser s'étendre, disons, dans un processus de privatisation du monde, on pourrait dire, qui finit par tout absorber. Je crois que ça, c'est dangereux. Ce qu'on est en train de faire sur ce qu'on est depuis une trentaine d'années maintenant, sur le génome humain, sur toutes les inventions, sur l'ADN, etc. C'est une manière de priver l'humanité d'un certain nombre de ressources. Je crois qu'on devrait considérer comme des communs globaux, justement. Donc ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, je crois qu'il y a à la fois, il faut qu'on apprenne à limiter la propriété privée et à limiter la propriété publique. C'est-à-dire le fait que le gouvernement Bolsonaro, pendant des années, refusait de prendre soin de la forêt amazonienne. D'une certaine manière, alors peut-être un jour sera considéré comme un crime, au sens où l'Amazonie est le premier poumon de la planète et que toute l'humanité en a besoin pour les siècles à venir. Et donc laisser l'Amazonie brûler est quelque chose, un acte extrêmement grave en réalité. Sauf que dans le droit international aujourd'hui, on n'a rien
qui permettent d'obliger un État souverain comme le Brésil à prendre soin des communs globaux qu'il a sur son territoire. Et donc, je crois c'est pour ça que j'insiste pour ma part sur les communs, c'est-à-dire on ne peut pas tout privatiser, la santé ne peut pas être privatisée, sinon on n'arrivera pas à lutter contre les pandémies. On ne peut pas tout laisser absorber dans la sphère publique, ça c'était l'énorme fantasme des anciens soviétiques, et on doit même apprendre à limiter la souveraineté des États, qu'ont fait le Brésil, et donc il y a une voie tierce, à mon avis, à trouver, sur laquelle travaillent un certain nombre de juristes aujourd'hui, notamment à l'occasion des négociations qui ont lieu sur les fonds océaniques, c'est comment donner à ces ressources-là un statut de commun global que tout le monde soit obligé de respecter. C'est-à-dire à la fois les entreprises privées, les grandes entreprises et les États, de manière qu'on limite en fait les prérogatives des personnalités juridiques qui existent déjà, les personnes physiques, les individus, et aussi des États et des entreprises. Voilà. C'est pour ça, pour ma part, que j'insiste sur les communs. Et donc, ça veut dire du côté de la propriété privée, il ne s'agit certainement pas de la supprimer, mais de lui imposer des limites. Et en vérité, elle a déjà beaucoup de limites. Je me souviens par exemple de l'anthropologue David Graeber, que vous connaissez sûrement, qui est malheureusement décédé, qui un jour avait dit dans une discussion, mais enfin la propriété privée, le propriétaire absolu, souverain, sans limite de ce dont il est propriétaire, ça n'existe pas. Si par exemple, je suis à son image, si par exemple j'ai une tronçonneuse, il y a plein de choses que je voudrais faire avec ma tronçonneuse que je n'ai pas le droit de faire. Or, pourtant, je suis le propriétaire de ma tronçonneuse. Voilà. Donc, c'était un exemple un peu amusant. C'est une manière de dire, en réalité, la propriété privée est déjà contrainte dans tous les sens. Et pensez à ce que vous avez le droit de faire dans votre appartement si vous vivez en copropriété. Évidemment, il y a des limitations partout. Et donc là, je crois que la réflexion qu'on doit avoir, et c'est une réflexion forcément au niveau international, à mon avis, malheureusement, mais bon, c'est comment est-ce qu'on limite certains aspects de la propriété privée. Je donne un autre exemple très concret. Aux États-Unis, aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un jardin et que vous trouvez du pétrole dans le sous-sol de votre jardin, vous êtes aussi propriétaire du sous-sol. Ce n'est pas le cas forcément en Europe, mais aux États-Unis, oui. Et donc, personne n'a le droit de vous empêcher d'extraire ce pétrole et de contribuer à abîmer le climat. Donc là aussi, il y a la question qu'on doit se poser, je crois, c'est comment est-ce qu'on impose des limites pour la protection de nos communs globaux. Très bien. Merci beaucoup, Gaël. Et je propose que nous passions au panel. Et j'invite nos différents membres du panel, donc les deux Sylvie de Roulance, Sylvie Michel, Camille Momens et Alain Boribon de nous rejoindre au panel avec Bruno et Gaël qui restent bien entendu dans la discussion. Voilà, on a ouvert les horizons, imaginé demain comment il pourrait être ou comment il devrait être pour qu'on puisse respecter les limites planétaires et préserver le capital naturel et le capital humain. Mais voyez, concrètement, comment ça se passe et qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire en pratique dans des nouveaux modèles d'entreprise que nous appelons les écopreneurs, qui opèrent sur des modèles visant véritablement à déjà mettre en pratique ces principes de forte durabilité. Et je voudrais d'abord commencer par permettre à chacun des membres du panel de se présenter rapidement et l'organisation dans laquelle ils travaillent. Sylvie, peut-être, honneur à toi. Hop. Bonjour, bonsoir à tous. C'est pas un exercice que je fais facilement, à vrai dire c'est la première fois. Mais voilà, je suis une maman et une grand-mère depuis peu. Et comme Monsieur Coleman, il y a quelques années, j'ai réalisé que je faisais partie de la génération qui gaspille, qui pollue. Avec beaucoup de gêne et de honte, j'ai décidé de changer les choses du mieux que je pouvais, aussi longtemps que je le peux. Dans un premier temps, mon entreprise consiste à trouver des solutions durables, trouver des articles de remplacement aux objets du quotidien, aux jetables. Et récemment, on s'est dit, tiens, finalement, on pollue énormément avec le carton d'emballage, le commerce en ligne augmente, on transporte tout dans du carton et puis on doit le recycler. Et aujourd'hui, le recyclage est probablement bien installé dans la tête de tout le monde, mais ça n'est pas une solution, ça n'en est plus une. Et donc, il faut absolument réutiliser, consigner. De là est partie l'idée de faire une caisse en carton réutilisable. On a poussé la chose encore plus loin puisqu'on s'est dit on va la faire réutilisable, mais pas avec des matériaux neufs. Et donc, on réutilise des bâches publicitaires. Donc, si vous en avez, envoyez-les nous. C'est le bienvenu. On utilise aussi les panneaux d'agences immobilières. Voilà, ça aussi, on les récupère.
et on fait une caisse réutilisable, on fait des sacs réutilisables et pour les commerces. C'est un article qui est consigné, que nous donnons en location pour éviter qu'il ne redevienne un énième bac Colruyt dans votre cave ou dans votre coffre. Et il est consigné, donc vous devez absolument le renvoyer. Il est aussi, il a un code barre, donc on sait en permanence où se trouve cette caisse. Elle est confectionnée en Belgique, c'est un objet belge et voilà. Tout ça pour dire, je ne veux pas faire la promotion de cette caisse réutilisable, c'est un objet qu'on va lancer, on a encore des tas d'autres idées parce qu'on ne veut plus que vous mettiez vos bocaux en verre dans les bulles à verre parce qu'encore une fois, tout ce qui est maintenant, on s'attaque aux produits recyclés. Donc voilà, ça c'est une business family business et voilà. Mais ça fait partie des solutions dont on a besoin, donc merci à toi. Camille, tu nous parles de Nature Amateur ? Oui, donc moi c'est Camille Homer, je suis une des fondatrices de Nature Amateur et donc nous on est sourceurs de matériaux de construction durables. Recording in progress. Ok. L'idée c'est que la construction et l'immobilier sont vraiment des gros pollueurs, apparemment pas les plus gros pollueurs, je viens d'apprendre ce soir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50% de l'impact des bâtiments qui est fixé par le choix des matériaux. Or, le choix des matériaux, c'est des questions qu'on ne se pose pas beaucoup et souvent, la réflexion n'est poussée que par le prix. Et l'idée de Nature Amateur, c'est vraiment de partir en exploration sur tous les matériaux durables qui sont développés et produits en Europe, qu'ils soient biosourcés, géosourcés, recyclés, recyclables, circulaires. De repartager cette connaissance avec les projets immobiliers, que ce soit avec des promoteurs ou des développeurs immobiliers, des architectes et puis des sociétés de construction, vraiment pour faire passer les matériaux durables de la niche à la norme. Voilà. Merci Camille. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Alain Boribon et je suis un citoyen ordinaire avec peu de compétences techniques, mais plein de rêves et j'essaye de les concrétiser. Je m'attaque à un dossier peut-être plus polluant encore que le bâtiment, c'est la finance. C'est un gros challenge et l'idée qu'on a eue, c'est de créer un fonds d'investissement citoyen qui est complètement disruptif puisqu'il permet aux investisseurs de choisir eux-mêmes les projets dans lesquels le fonds va investir. Il faut que ces projets aient évidemment un impact social et ou environnemental. Mais si c'était que ça, ce ne serait pas tellement disruptif. Ce qui nous anime, c'est de pouvoir comme je l'ai dit, disrupter le concept en intégrant aussi des thématiques comme la culture, l'éducation, la nature dans le projet d'investissement. Et donc, a priori, ça n'a pas de retour financier direct que d'investir dans ces thématiques-là, mais en tout cas, ça constitue le socle sur lequel on peut développer des activités économiques. Donc, notre ambition, c'est plutôt que d'être le plus grand fonds du monde, c'est d'être les plus nombreux du monde, de développer des fonds dans toutes les villes et que les citoyens, quelque part, se réapproprient la finance. Et peut-être que la finance pourrait un jour devenir un commun. Voilà. Très bien. Sylvie ? Donc moi, c'est Sylvie Doulance, je suis directrice de Consomaction. Alors, qu'est-ce que c'est Consomaction ? C'est une ASBL qui a été créée tout récemment, donc en janvier, et qui regroupe tous les acteurs professionnels du vrac et du zéro déchet. Donc, ça veut dire les commerces, les traiteurs, les fournisseurs, les maraîchers, mais aussi tout ce qui est sensibilisateur autour de ces questions-là. Donc, nous, on est plus axé sur la question du déchet. C'est aussi la consigne, derrière tous des acteurs de consigne. Et Consomaction a 4 missions principales. Évidemment, fédérer tous ces acteurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de structure avec des valeurs fortes qui pouvaient structurer en fait, ces acteurs du vrac et du zéro déchet. Puis, c'est également les rassembler, avoir des moments de rencontre, d'échange entre pairs, mais aussi au travers de thématiques spécifiques liées au secteur. Et après, il y a la partie communication. Alors là, c'est un sujet assez important, c'est de dire aujourd'hui, tous ces secteurs, ils méritent d'être plus connus, reconnus surtout. Et aujourd'hui, on n'entend qu'un seul son de voix. C'est souvent la grande industrie polluante et ultra consumériste, ultra emballée, etc. Donc là aussi, c'est de faire émerger en fait le message. Et enfin, la 4e mission, c'est de renforcer aussi le secteur au travers de bonnes pratiques, au travers de formations, d'informations. Et voilà. Donc les acteurs sont vraiment de toute la chaîne. En fait, on parle vraiment de toute la chaîne de valeur. Donc, on va avoir tant les filières jusqu'au secteur de distribution. Et donc, c'est ça qui renforce d'autant plus les liens entre les acteurs. Voilà. Merci Sylvie. Voilà. Alors, je vais enchaîner avec une question que je voudrais poser à nos écopreneurs. De ce qu'ils ont entendu de Gaël et Bruno, qu'est-ce qui vous paraît essentiel vraiment à souligner et qui vous aiderait à terme, le plus bref possible,
dans le développement de vos activités et qui vous paraît vraiment impératif à mettre en œuvre en priorité? Qui veut se lancer? Alors, déjà, désolé, moi je suis pas du tout économiste de formation, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a quelques concepts qui volaient peut-être un peu plus haut que ce que je fais d'habitude. Mais il y a une chose qui m'a quand même fort frappée dans ce qui a été dit, c'était cette réflexion sur la prime de risque. C'est-à-dire que comme on ne sait pas ce que dit le futur, on a tendance à le minoriser avec une prime de risque. Et nous, dans les projets qu'on accompagne, on accompagne donc entre autres des développeurs immobiliers pour utiliser des nouveaux matériaux, des matériaux qui ne sont pas encore connus des boîtes de construction. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement au changement, parce que le changement, ils le perçoivent comme un risque. On va faire différemment, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et ce que je trouverais intéressant, c'est que, alors nous, à notre échelle, on a un peu du mal à le faire, mais je trouverais intéressant qu'on réfléchisse à que vaut ce risque. Parce qu'un développeur immobilier, parce qu'il y en a qui évolueront parce qu'ils seront poussés dans le dos par les réglementations, mais il y en a qui aujourd'hui prennent ce risque avant les autres parce qu'ils ont envie d'être plutôt en avant du mouvement. Mais de quantifier ce risque-là, c'est intéressant. Simplement pour les aider, pour mettre peut-être des systèmes d'aide en place. Alors, je pense pas qu'on doit tout subsidier, je pense que ça, c'est pas toujours la bonne solution. Mais cette idée de se dire que prendre le risque, c'est peut-être plutôt un investissement dans le futur pour inventer des nouvelles manières de faire et permettre à la connaissance de croître et de repartager cette connaissance plus rapidement avec les autres, parce qu'on a besoin d'aller vite. Voilà, ça fait partie peut-être des idées qui m'ont frappé en me disant « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en commun ?» Voilà, c'était mes 50 centimes. Bruno, tu veux réagir? Moi, je voudrais réagir peut-être sur la finance. Parce que, en fait, finalement, il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup, c'est la monnaie. La monnaie, c'est toujours une dette de quelqu'un, mais il est et donc c'est un phénomène en partie spontané, en partie étatique. Mais on pourrait très bien imaginer que dans le futur, la monnaie soit utilisée dans un but politique et de transition climatique. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, on peut émettre des obligations vertes qui peuvent être escomptées par les instituts d'émission, mais on peut très bien imaginer un jour que la monnaie ait une valeur différente selon son affectation. Et ça sont des développements qui, aujourd'hui, ne sont pas encore présents, mais qui, dans une perspective de digitalisation des monnaies importantes, pourraient aboutir dans quelques décennies. C'est peut-être trop tard. Et donc, parce que, finalement, donner une valeur différente aux choses en fonction de leur utilité sociale, c'est une autre façon d'aborder le problème que celui de la valeur. Oui, sauf qu'on reste dans la valeur. Et je me demande si un des principaux problèmes de l'économie, c'est pas justement de marchandiser tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu de sacré à conserver plutôt que de justement de s'échiner à mettre de la valeur sur tout? Je sais bien qu'en tant qu'économiste, on peut difficilement faire autrement, mais à un moment donné, il y a peut-être des limites à ne pas dépasser et peut-être à ne pas valoriser. Je vais peut-être passer ta question à Gaël. Je ne sais pas si tu as entendu la question, Gaël. Oui, volontiers. C'est une très, très bonne question. Merci beaucoup. Ouais. Donc, oui, vous savez bien que l'un des problèmes, c'est, comme vous l'avez dit vous-même, la marchandisation d'une partie de notre planète. Et vous voyez que le processus que j'ai décrit tout à l'heure de capitalisation, dont avait parlé au fond Bruno, rentre là-dedans. C'est-à-dire, à partir du moment où vous transformez une ressource en un capital, c'est forcément une marchandise. Mais c'est vrai que marchandisation va plus loin, enfin, en tout cas, englobe davantage de processus sociaux, puisque vous pouvez aussi marchandiser quelque chose qui n'est pas du capital. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Ça fait partie des limites qu'il faut apporter à la propriété privée. Mais comme vous le savez sûrement aussi, ça n'est pas ça, puisque nous sommes allés très très loin dans cette direction. Vous savez par exemple que bien aujourd'hui, on est capable de donner un prix à votre vie, tout simplement via le spread qu'on trouve sur les contrats d'assurance vie, sur lesquels vous avez des actifs dérivés sur le marché financier. Donc, j'ai des collègues économistes qui n'ont aucun problème à dire en réalité la vie de monsieur X ou madame Y a un prix de marché, c'est tout à fait normal. Et donc là, évidemment, moi, j'atteins les limites de ce à quoi je peux souscrire. Alors, ça suppose, à mon avis, d'avoir une vraie réflexion collective sur où voulons-nous mettre les limites. Alors, c'est intéressant que vous disiez, en fait, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de ressources qui soient sacrées, parce que c'est exactement comme ça que c'était pensé par le droit romain, le droit antique romain. Vous savez que c'est le droit romain qui a inventé le concept de propriété privée, qui n'existait pas précédemment. Et il y avait un certain nombre de ressources qui étaient soustraites
à ce qu'on appelle la res privata en latin, c'est-à-dire qui ne pouvaient jamais devenir des choses privées, parmi lesquelles les choses sacrées. Et dans les choses sacrées, vous avez à la fois les choses, disons, de la religion civile romaine, et puis des choses qui appartiennent, disons, à l'État, qui étaient également considérées comme sacrées. Voilà. Alors, est-ce que ça doit redevenir un sacré religieux? Ça, c'est une autre question, à mon avis. Parce que le religieux romain était très spécial, ça ne correspond pas à une religion révélée telle qu'on la comprend en nous, après 2000 ans de christianisme. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille aller du côté du sacré au sens du religieux païen, vous voyez, en la mesure où, alors là, je prends position en tant que chrétien, hein, le christianisme, c'est une religion de la sainteté, non pas du sacré, comme le judaïsme d'ailleurs. Hein. Vous avez un grand philosophe qui a essayé de dire ça, c'est Emmanuel Levinas, dans ses réflexions sur le Talmud. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas trouver des limites à la propriété privée. Et donc, ça renvoie à une énorme question qui est, si on reste dans le domaine spirituel, où trouvons-nous les ressources spirituelles pour mettre des limites à la propriété privée et prendre soin de ressources qu'on ne va pas forcément sacraliser au sens technique du sacré religieux païen. Vous voyez. Et en fait, pour être très honnête avec vous, c'est exactement ça la problématique de mon livre, Quand on voit un monde en commun. Voilà. Et je voudrais quand même faire rebondir, Bruno, sur la question de la valeur et du capital environnemental. En fait, ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est que c'était le coût de rémédiation, en fait, et de quelque part de maintenance des ressources naturelles qui devait être pris en valeur. Ce qui est un peu différent de donner éventuellement une valeur marchande à la nature. C'est plutôt sa régénérescence qui est un coût. C'est pas ça le principe? Bon, on parle de la même chose, hein, mais avec un angle différent. Mais il y a deux choses. Il y a la valeur de ce qu'on détruit. Comptablement, par exemple, si l'entreprise achète une mine ou une forêt, une mine, par exemple, eh bien, elle peut amortir sa mine en fonction de l'épuisement du filon. Ça, c'est une chose, c'est une charge. Mais si tant est que ce soit possible, la remédiation de la mine, c'est-à-dire reconstruire la nature, hein, pas identique évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas considéré. Donc, dans une idée de comptabilité holistique, l'entreprise devrait être récompensée si elle met en œuvre une action de remédiation, peut-être pas identique, mais dans un domaine qui soit proche. Donc, et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on tient compte, ou bien les ressources naturelles n'ont pas de valeur, ou bien on comptabilise leur destruction, mais la nécessité de combler la destruction, ou de même plus que combler la destruction, n'apparaît nulle part. C'est ça la question. Il y a encore du travail. Camille, je t'en prie. Alors, moi, ce qui me fait peur dans la réflexion, c'est que à comptabiliser, souvent, quand on doit quantifier, il y a une granularité de l'information qu'on perd. Et que, vous donniez l'exemple de la mine ou de la forêt, c'est pas pareil. Une mine, ça ne se régénère pas, en tout cas pas à l'échelle de l'humanité. Une forêt qui est bien gérée, elle se régénère à l'échelle de l'humanité. Et donc, une des problématiques et une des peurs que je vois, c'est qu'on en reviendrait à une comptabilité qui serait que, comme on fait maintenant, de comptabiliser tout en CO2. Or, excusez-moi, mais effectivement, extraire X arbres de la forêt amazonienne, c'est grave, mais sa peau, si ça se gère, ça se régénère. Sortir du pétrole d'un puits qui, de toute façon, terminera en CO2 sous forme gazière, parce que de toute façon, on ne sait pas les remettre. C'est pas pareil. Et donc, quantifier est important, mais il faudrait trouver des chiffres différents ou une manière de chiffrer de manière différente. Ou ne pas. Ou alors interdire de sortir du pétrole des puits. Ça, je ne suis pas contre. Oui, mais je pense que c'est d'abord la prévention, de nouveau pour tout. En fait, de nouveau, est-ce qu'on doit permettre ça? Est-ce que justement ce bien public, ce bien commun peut être détruit? Et donc dire, à un moment donné, ça suffit, maintenant on arrête. Mais donc après, moi, il y a une grande question qui est, on est dans des débats très macro. Et c'est concrètement, aujourd'hui, les entreprises, on est en train de faire une polarisation. Hein. Il y a les grosses entreprises qui, aujourd'hui, s'enrichissent de plus en plus. On le voit, des entreprises comme Total, actuellement, explosent les bénéfices. Et puis, les petites structures sont en train de souffrir de plus en plus, sont en train de souffrir et on va les perdre, en fait. Et ce qu'on va avoir comme résultat, c'est qu'on n'aura plus que les grosses structures qui ont des gros moyens. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, on stimule les grandes entreprises à avoir une responsabilité? Est-ce que c'est par le bâton ou par la carotte? Donc, je ne sais pas, mais... Je me dis vraiment, là, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beau essayer, et je pense qu'ils essayent peut-être à une certaine échelle d'y mettre un peu du leur, j'ose espérer, mais c'est toujours pas suffisant, surtout vu l'impact qu'ils ont sur la société, sur l'environnement et sur tout, quoi. C'est clair que c'est un des grands défis. Hein. C'est qu'on on le sait, il y a toute une série de méthodes qui apparaissent. On parle beaucoup du reporting extra-financier pour aller un peu dans ce sens-là, pour réorienter les investissements vers les activités plus durables. Mais en même temps,
c'est des méthodes qui sont de plus en plus lourdes, aussi pour les petites entreprises. Et le risque, c'est que ces méthodes-là, quelque part, excluent les petites entreprises, les modèles émergents du système, parce que le système devient très lourd. Gaël ou Bruno, comment est-ce que vous voyez les solutions possibles pour rendre le système compatible avec les plus petites structures, les petits patrons, les toutes petites entreprises qui émergent avec des modèles fragiles? Comment est-ce qu'on peut les protéger tout en fatalement étant cohérent avec ce dont on a besoin? C'est le changement de système qui permet le respect des limites planétaires. Oui, mais je pense que c'est une question fondamentale. De mon point de vue, mais là où je garde évidemment un point de vue macro, hein, il y a deux grands sujets. Il y a un premier qui est la réforme de la gouvernance de nos entreprises. Du côté, en France, si vous voulez, on a créé le statut de l'entreprise à mission, de la société à mission plutôt, mais ça ne suffit pas du tout. Du côté du Code civil français, on n'a pas le statut juridique de l'entreprise. Ce qui est un peu bizarre. On a la société, notamment la société de capitaux, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. Et donc, il y a une proposition que j'avais formulée déjà il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, avec un juriste qui s'appelle Daniel Hurstel, qui est de réécrire les articles 1132 et 1133 du Code civil français, mais je suis à peu près sûr que vous avez le même de votre côté, pour donner un statut juridique à l'entreprise et la protéger. Et pouvoir dire, il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui sont d'utilité publique, et celles-là, on veut les protéger. Donc, elles ont droit, par exemple, à une mention, disons, à une protection juridique lorsqu'elles sont en difficulté, parce que les services qu'elles rendent sont, par exemple, cruciaux pour la société. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir de ce côté-là, pour sortir du piège qui consiste à considérer qu'une entreprise, c'est juste une boîte noire qui fait du profit, quels que soient les moyens par lesquels elle fait du profit. Et c'est vrai que ça va plus loin que simplement la réforme de sa comptabilité. Ensuite, il y a le deuxième aspect, à mon avis, qui est le jeu de la taxe carbone subvention. C'est-à-dire, dans toutes les simulations que je connais au niveau macro, il n'y a aucun scénario pour aucun pays, et encore moins au niveau monde, qui permet de rester pas trop loin du plafond des plus de 2 degrés, où on n'a pas des taxes carbone énormes dès 2030. Alors, on ne peut pas vous effrayer, mais en gros, c'est du 300 € la tonne en 2030. Et alors, par exemple, au niveau français, vous avez le rapport Kiné, en 2018, qui a conclu 300 €. Au niveau mondial, vous avez le rapport Stern-Stiglitz, auquel j'ai participé, 300 € en gros. Et nous, nos simulations qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, tournent toujours autour des mêmes sommes. Et c'est même 400 €, disons, en 2050. Donc, on en est loin. Et ça, évidemment, ça changerait la donne de manière drastique. Simplement, la question, c'est comment aider ceux et celles qui vont être piégés par un prix du carbone trop élevé. Et là, c'est évidemment les recettes publiques de cette taxe qui doivent être réutilisées sous forme de subvention pour aider les TPE, qui sont sinon, évidemment, qui vont accuser le choc. Total a des reins suffisamment solides pour tenir pendant un certain nombre d'années. Si vous voulez, quand vous accumulez 13 milliards de bénéfices chaque année, bon, voilà. Je crois que cette année, ça va être 15. Total n'est pas en grande difficulté. Ce sont les TPE qu'il faut protéger. Et puis, le troisième aspect, à mon avis, c'est l'impôt sur les sociétés. On n'a pas tellement de réflexion là-dessus. Vous avez vu qu'il y a eu un petit débat il y a 1 an et demi maintenant sur un impôt global sur les sociétés à 15%. L'administration Biden s'était prononcée en faveur de ça. Moi, j'ai fait une proposition qui est ce que j'appelle l'impôt BC. Vous trouverez ça également sur le site de l'Institut Rousseau, qui est un impôt que vous pouvez moduler en fonction simplement de 3 paramètres. C'est très simple. Et donc, tout le monde peut en discuter. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que les impôts à tranche qui sont d'une complexité inouïe. Et donc, on pourrait très bien imaginer que vous ayez un impôt sur les sociétés très faible sur les TPE et un impôt sur les sociétés beaucoup plus élevé, en particulier qui tiennent compte de la question de l'optimisation fiscale pour les grands groupes, et qui permettent à ces grands groupes quand même de payer les impôts. Vous savez que l'un des scandales, c'est que beaucoup de ces grands groupes réussissent par des moyens tout à fait légaux à ne pas payer d'impôts. Donc ça permettrait aussi d'aider un certain nombre de petites entreprises à faire face aux défis financiers auxquels elles sont confrontées. Merci. Et à nouveau, une question pour nos amis écopreneurs. Est-ce que vous avez aujourd'hui, dans votre périmètre d'action, des pistes de solutions qui vous paraissent intéressantes, qui n'ont pas été évoquées par Bruno et Gaël, et qui vous paraissent vraiment importantes de prendre en considération, pourquoi pas, dans les travaux de Gaël et Bruno? Lâchez-vous. Moi, je ne connais pas tous les travaux de Gaël ou de Bruno, mais en tout cas, par rapport à cette notion d'imposer, enfin d'avoir un taux d'imposition différent selon la taille, par exemple, de l'entreprise, ça me paraît déjà un bon point pour avancer, mais je me demande si finalement c'est
pas une fausse bonne idée, dans la mesure où c'est toujours le plus riche, quand bien même il serait fort taxé, qui pourra tout se permettre, et on sait que ce sont les gens les plus riches, enfin c'est nous ici dans cette salle, qui polluons le plus. Et donc, peut-être qu'un point serait intéressant, c'est de fixer, par exemple, je suis désolé, je vais le dire, mais des quotas. De se dire, eh bien finalement, plutôt que de prendre 10 fois l'avion, eh bien on va se limiter à 2 fois ou 3 fois. Et donc c'est une privation de liberté, j'en suis absolument convaincu, mais c'est pour peut-être trouver une autre liberté, une liberté peut-être plus intéressante d'avoir une planète qui va durer un peu plus longtemps. Donc de nouveau, on est dans cette marchandisation, dans cette taxation, et je ne dis pas que ce n'est pas important de le faire, mais à un moment donné, si on veut rompre avec le système actuel, je pense qu'il faut arriver aussi à finalement à faire preuve de sobriété. Et donc, finalement, ce à quoi on doit arriver, il me semble, c'est quelque part à une révolution intérieure. Ce n'est pas simplement un problème de conscientisation, c'est complètement se changer chacun individuellement. Et Dieu sait si c'est difficile. Tout à fait. Super. Sylvie. Moi, je voulais peut-être ajouter, c'est la notion du temps. On a parlé tout à l'heure de la notion du temps. Et en fait, justement, les entreprises à impact, on sait qu'elles prennent plus de temps pour déjà être rentables. Et en même temps, ce n'est pas que le seul curseur qu'ils ont, parce qu'ils ont tout le curseur valeur aussi. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait avec ça au niveau du temps? On sait que le temps est compté. On sait que ça va prendre plus de temps pour mettre en place des projets qui seront justement impactants. Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte aujourd'hui avec le temps qui avance et qui avance, quoi. Et quand on parlait tout à l'heure aussi du fameux bilan comptable, on dit 15 ans, dans 15 ans, il y aura peut-être quelque chose. Est-ce que c'est pas déjà trop tard, quoi? Ouais. Mais Bruno, justement, par rapport à cette approche-là, est-ce que Gaël évoquait les entreprises à mission en France? Je ne dis pas qu'il faut faire un copier-coller de l'entreprise à mission, mais il y a des choses intéressantes, en tout cas dans la loi Pacte à ce sujet-là. Mais est-ce que créer un statut spécifique pour des entreprises à mission spécifiquement durable, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Et qu'à ce moment-là, il y ait une fiscalité spécifique, des règles spécifiques qui soient applicables à un statut spécifique d'entreprise qui permettrait de faire émerger les modèles plus respectueux, plus vertueux. Mais tout est envisageable. Bien sûr, c'est envisageable. Et ce qui est aussi envisageable en matière de taxation, c'est de taxer ce qu'on appelle les effets d'aubaine. On le voit maintenant, hein, il était fait référence à Total Energy. Il y a des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, mais de manière passive, parce qu'un événement extérieur s'est passé. On peut imaginer beaucoup de choses. Mais je crois que plus fondamentalement, il y a ce qu'on vit maintenant comme on vit dans un monde qui est non seulement mondialisé, mais globalisé. Parce qu'il y a eu des mondialisations précédentes. Hein. Il y a eu l'Empire romain, l'épopée viking, la découverte des Amériques. Enfin, il y a beaucoup de mondialisation en passant par le triste temps des colonies. Mais aujourd'hui, c'est globalisé. Et donc, en fait, toute l'économie est en résonance permanente à un niveau planétaire. Et c'est ça qui rend les choses très compliquées. Ouais. C'est que, évidemment, le drame, le Rubicon a été franchi quand on a abandonné, et je le réalise rétrospectivement, a été franchi quand on est passé d'un capitalisme ordolibéral, enfin, un capitalisme de nature rénane, on va dire, un capitalisme anglo-saxon. Donc, le néolibéralisme, rétrospectivement, est une catastrophe pour nos sociétés, une catastrophe complète. On ne s'en est pas rendu compte. Et on le voit dans d'autres domaines maintenant, par exemple. Les engagements sociaux qu'on a pris avec la population ne sont pas compatibles avec des influences du capitalisme. Et donc, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a franchi un Rubicon qu'il sera très difficile de refranchir dans l'autre sens. Donc, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser les armes du capitalisme pour le corriger. C'est la taxation, effectivement, c'est la comptabilité, c'est le rating environnemental. Mais on devra le faire de manière progressive parce qu'on ne peut pas s'exclure de cette mondialisation globalisée. Comme ça, tout d'un coup, boum, c'est pas possible. Ouais. Allez. Ok. Enfin, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire une transition à l'âge, ça ne va pas se passer, mais clairement, je pense qu'il faut aussi déglobaliser un certain nombre de choses. Il faut recréer de la valeur de manière locale, de manière territoriale, et donc ça va avec tous les investissements, avec l'économie, avec la finance qui doit devenir aussi beaucoup plus territoriale. Enfin, l'essor des monnaies locales, même si elles ne sont pas extrêmement florissantes, elles se développent quand même et elles adressent un problème quand même très prégnant. Donc il y a des choses qui se mettent en place quand même
Et je pense qu'avec la pandémie, avec tout ce qui se passe maintenant, on comprend bien qu'il faut relocaliser un certain nombre de choses. Donc, ça me semble évident. Très clairement. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que si on enlève tous les habits qu'on a ici dans cette salle, qui en partie ont été faits au Vietnam, au Laos, au Cambodge ou au Bangladesh, il y en a certains qui vont être tout nus. Hein. Donc, non, mais, donc, je veux dire, donc il faut on ne sort pas d'un système. Notre économie maintenant, et c'est pour ça que c'était un drame de rentrer dans le libéralisme, notre économie est consubstantielle à cette économie globalisée. C'est ça qui rend les choses très compliquées. On ne peut pas s'exclure du jour au lendemain, c'est juste pas possible. C'est comme un risque systémique qu'on ne peut pas diversifier. Oui. Donc voilà, ça prend un temps. Ouais, tout à fait. Sylvie. Voilà, simplement pour revenir sur le temps, on parle beaucoup de concepts, beaucoup de gens ont plein d'idées. Kaya, le plan Sophia, vous avez été voir des politiques, vous leur avez parlé. Et là où je me demande, en parlant du temps, c'est quand est-ce que M. Coleman a pris conscience qu'il fallait changer. Je suppose que c'est avant cet été. Quand est-ce que vous avez vous avez pris conscience qu'il fallait changer et qu'on n'était vraiment pas des personnes bien sur cette terre. Et je me demande, au fond, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? C'est en venant derrière, les pousser, leur donner l'idée de la petite graine. Et au fond, je pense à l'éducation. Et voilà, combien de temps est-ce qu'il faut pour transformer tout ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, le commun, la valorisation de la nature. Et je me dis, est-ce qu'au fond, c'est pas de l'éducation que ça doit venir? Et si ça prend 15 ans, finalement, 15 ans, c'est génial parce que c'est le temps qu'il faut pour un enfant de devenir quand même déjà un bel adolescent. Et donc, si à l'école, on leur enseigne directement le respect de la nature, qu'on arrête de leur enseigner des choses qui ne servent absolument à rien, mémoriser des choses par cœur, qui de toute façon, un an plus tard, il reste peut-être 25% de ce par cœur, mais plutôt leur faire voir la nature. Et c'est eux qui, finalement, à l'intérieur de la maison, avec les grands-parents, avec les parents, avec les frères et sœurs, vont peut-être dire mais comment tu peux revenir avec des packs d'eau en plastique à la maison, comment est-ce que tu peux utiliser ta voiture pour aller à la boulangerie du coin dimanche matin, et si on y allait à pied. Et je crois fortement à l'éducation et à l'influence des enfants pour nous faire voir la réalité des choses. Tout à fait. Et j'en profite pour rebondir sur ce point-là. Je pense qu'il y a un côté de transformation personnelle aussi qui est important, mais qui doit être collectif. Et je me permets de me tourner vers Marc, qui a sorti un livre très intéressant qui s'appelle « L'économie a-t-elle une âme ?» récemment, que je vous invite tous à lire. Et je voudrais me retourner vers Gaël, en tant que théologien et jésuite. Justement, il y a cette dimension spirituelle aussi qui est importante, probablement dans la transformation de notre société et de tous les individus. Comment tu vois, quelles seraient un peu les pistes que tu recommanderais pour essayer de faire cette transformation un peu spirituelle, aller vers une forme de dématérialisation? Oui, merci. C'est une énorme question, évidemment. Donc, heureusement, j'ai trouvé. Moi, je crois, de mon point de vue, que beaucoup de choses ont été dites dans l'encyclique Laudato Si, que vous avez peut-être lu, 2015, qui reste, à mon avis, le document international le plus important sur les questions écologiques. Là-dedans, dans Laudato Si, vous verrez, de la même manière que dans l'encyclique suivante, Fratelli Tutti, vous avez une proposition, en fait, de renouer avec une anthropologie très, très fondamentale qu'on pourrait qualifier d'une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, en Europe en particulier, depuis le XVIIe siècle, en gros, nous nous sommes laissés envahir par une représentation de l'humanité dont, disons, le prototype, c'est le dessin de Léonard de Vinci, que vous connaissez, Uomo di Vitruvio. Vous savez, cet homme qui a les bras écartés, les jambes écartées, qui est dans un cercle lui-même inscrit dans un triangle, qui est tout seul. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de personnes âgées, et la nature n'est valable. Et il est armé de la géométrie, et on imagine, un programme implicite qui va dominer le monde avec la technique et la science. Donc cette anthropologie-là nous habite, je crois, qu'on le veuille ou non, depuis au moins 30 siècles. Et c'est vraiment avec ça qu'il faut rompre. Et ça, c'est une épreuve spirituelle et en même temps une chance spirituelle. Et avec quoi faut-il renouer? Avec une anthropologie de la relation qui dit en fait ce qui est premier entre nous tous, c'est la relation. Et moi, je n'existe que parce que je suis en relation avec Bruno, puis avec toi, Benoît, etc. Sinon, je n'existe pas. Les termes de la relation n'existent qu'après la relation. Et la relation n'est pas simplement entre nous humains, mais également avec tout le monde vivant qui est autour de nous, sans lequel nous n'existons pas. Et puis également, dans certaines traditions africaines, par exemple, je pense au sud du Zimbabwe, vous avez ce qu'on appelle l'Ukama,
C'est l'idée que je n'existe que parce que nous sommes, et dans nous, il y a également les ancêtres. Et du point de vue chrétien, ce serait la communion des saints. C'est-à-dire, je suis en communion avec les saints du passé. Puis également les enfants à venir, dans le concept d'Ukama, qui est dans la tradition chrétienne, est également la communion des saints, mais tournée vers l'avenir. Et donc, c'est dans la mesure même où je me réinscris moi-même en relation avec vous, avec le monde qui m'entoure, avec les ancêtres et avec les générations à venir, que j'existe comme être humain. Je crois que c'est avec ça qu'il faut renouer. Ça rend heureux. Je vous donne un exemple très concret, parce que ça peut paraître un peu abstrait, ce que je dis là. J'ai passé 3 jours, il y a quelques mois, avec le fondateur du mouvement Slow Food en Italie, qui s'appelle Quando Petrini, dont l'idée initiale était de dire, mais pourquoi devrions-nous manger vite? Cette histoire de fast-food, d'où ça sort? Pourquoi? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça nous rend malades, on mange de la mauvaise nourriture, etc. Et donc, il a pris le contre-pied. Et au fond, consentir à manger lentement, c'est une expérience spirituelle, je crois, tout à fait fondamentale qui concerne notre corps au premier chef. Et puis, évidemment, à partir du slow food, il a développé, au fond, toute une culture alternative. On prend son temps et la relation avec autrui, avec mon corps, avec ce que je mange, devient première, fondamentalement. Voilà. Et je crois que là, il y a une chance inouïe d'un point de vue spirituel qu'on... Je voudrais juste prévenir le public qu'on va ouvrir le panel à quelques questions venant de vous. Mais je pose peut-être une dernière question à Bruno. Est-ce que tu voudrais poser, est-ce qu'il y a des choses que je voudrais savoir de nos écopreneurs, des choses qu'ils vivent au quotidien, qui pourraient t'inspirer dans ta démarche et dans cette volonté de continuer à faire changer les choses? Moi, je suis plutôt un intellectuel, hein. Mais en tout cas, il y a une chose à laquelle je vais m'intéresser, c'est tout ce qui est commerce circulaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à creuser là-dedans. Il y a d'ailleurs plusieurs colloques qui ont été commis récemment dans des matières industrielles. Et donc, ça dépasse le stade simplement de l'entrepreneuriat, mais ça veut dire qu'il y a d'autres logiques, d'autres mesures, d'autres points de vue qui peuvent être envisagés plutôt que simplement l'épuisement linéaire des choses. Et donc ça, je vais certainement creuser à titre personnel, mais toute expérience est intéressante à écouter, évidemment. Je vais arrêter de parler pour aujourd'hui parce que je pense que je vais être à faune. D'accord, ouais. On va essayer de te préserver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un a un micro pour circuler dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez nous poser au panel? Oui, bien joué. Voilà, ça c'est fait. Bravo. Bonsoir, merci aux panélistes. Juste une petite réaction. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une urgence climatique qui est due au réchauffement et qu'on a une projection des mesures sur le CO2. Aujourd'hui, c'est quand même une mesure assez communément acceptée. On sait par ailleurs qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent aux entrepreneurs de calculer leurs émissions, l'émission de leurs produits. Donc, mon point, c'était que ça a l'air quand même d'être plus simple qu'avant, puisqu'avant on ne le faisait pas et que maintenant on est quand même capable plus simplement de le faire. Et donc, ma question, c'est aux panélistes, c'est une question ouverte aussi à M. Giraud, c'est pourquoi est-ce que si on a cette mesure, on est capable de calculer finalement le contenu CO2 de nos produits, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus rapidement que les 10-15 ans dont on parle aujourd'hui et vraiment imposer des quotas de consommation sur nos produits et de la consommation de CO2? Camille, je t'en prie. Moi, je veux bien répondre avec un exemple qui vient du secteur que je connais le mieux. On sait tous qu'il faut isoler pour moins chauffer, pour chauffer sans perdre plus de chaleur. Et en fait, on se rend compte que maintenant, dans les manières de calculer le CO2, que vous mettiez un pire ou un pur, ou que vous mettiez un isolant en chanvre ou en laine d'herbe, en fait, l'impact CO2, à la marge, c'est plus ou moins équivalent. Sauf que l'herbe, à la fin, dans 40 ans, quand on enlèvera l'isolant, il y aura moyen de la composter. Je caricature un peu, mais plus ou moins ça. Et en plus, c'est de l'herbe qui a capté du CO2 au départ de l'atmosphère. Le pire ou le pur, c'est pétrochimique. Donc, ça veut dire qu'on a sorti du CO2 à l'état liquide, de nouveau, je caricature, et qui va se terminer. On ne peut pas vraiment le brûler. Donc, pour le moment, on les enfuit dans des conteneurs. On attend de savoir ce qu'on va en faire. Donc, je trouve important de pouvoir calculer l'impact CO2. Je trouve juste que dans les méthodologies admises pour les calculs de CO2, il y a encore un certain nombre on va les appeler des biais, qui viennent notamment des lobbies techniques qui ont été... Enfin voilà, les méthodologies ont été créées avec les entreprises à raison, mais du coup avec les entreprises de
de hier, et donc pas les petites entreprises qui sont en train d'innover et de disrupter les matériaux. Et donc, je trouve qu'il faut juste faire attention de pas, en voulant aller vite, même si je suis pour qu'on aille vite, je suis d'accord avec toi sur le fond, il faut juste faire attention de ne pas créer un problème qui dans 40 ans va nous revenir à la figure et en fait on ne l'aura pas anticipé, ça va être pire. Donc je trouve donc je suis d'accord qu'il faut pouvoir aller vite et donc mettre en place des petites mesures. Je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'on va trouver un plan parfait et qu'à un moment donné on va implémenter un truc et ça va marcher. On doit innover vite. Donc il faut laisser de l'espace pour des projets, d'essayer de tenter des trucs, de se casser la figure. Mais il faut laisser cet espace-là. Mais par contre, il faut quand même déjà réfléchir sur le fait que c'est pas parce qu'on a quantifié de la bonne manière, parce qu'on part avec des biais qui sont liés au passé. Et ça, je pense que c'est quand même important, même si on avance, de les garder. Et là, je pense qu'effectivement, le travail des académiques est fondamental. C'est de rester au taquet et de continuer à améliorer ces méthodologies, parce que la méthodologie parfaite n'existe pas, mais elles sont par contre totalement perfectibles à ce stade. Autre question dans la salle. Là-bas avec le micro. Merci pour les interventions. Juste pour mentionner que sur les scénarios de décarbonation de l'économie française que Gaël Giraud a montré, c'est également qu'il y a un travail qui existe pour l'économie belge, pour l'économie européenne. Le bureau de consultance Climact, duquel je fais partie, a fait des scénarios de décarbonation de l'économie belge, entre autres. Donc pour mentionner que ça existe aussi au niveau belge. Ma question est pour Monsieur Coleman sur la comptabilité de la nature. Si on confronte la comptabilité de la nature que vous présentez donc pour comptabiliser le coût de la destruction ou alors le coût de la remédiation du dommage, j'ai bien compris l'idée, c'était très clair. Quand on confronte cette idée aux échelles de temps du climat, il y a deux murs. Le premier, c'est que la remédiation du dommage en climatologie est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand on émet une tonne de CO2, quand on réchauffe le climat, c'est pour toujours et c'est fini. Une tonne. Et ensuite, pour la question du coût de la destruction, sur le calcul économique du coût de la destruction, il faut savoir qu'une tonne de CO2 qu'on émet existe pour partie dans l'atmosphère pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a 10% qui va rester pendant plus de 10 000 ans. Alors, je ne sais pas si vous savez faire des projections de la valeur du coût à plus de 10 000 ans, mais comment est-ce que vous faites face à ce temps climatique qui est tellement différent du temps économique? C'est-à-dire qu'idéalement, ce qui est rédhibitoire ne devrait pas avoir lieu. C'est ça la question. C'est binaire, finalement. Et une chose qui m'a toujours interpellé, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de valorisation, c'est que plus le taux d'intérêt est positif, plus la valeur contemporaine d'un dommage lointain dans le temps est petite. Et donc, on devrait en fait appliquer, c'est le cas des déchets nucléaires. Imaginez que vous sachiez qu'on sait aujourd'hui que dans 2 siècles, il va y avoir une diffusion de matière nucléaire qui va tuer des dizaines de millions de personnes. Eh bien, la valeur contemporaine de ce dégât sera insignifiante. Et donc, ça m'a toujours fait réfléchir au fait qu'on devrait imposer un taux d'intérêt négatif à ce qui est justement rédhibitoire. Que le coût soit infini aujourd'hui. Et c'est pour ça que... C'est ça l'idée. Donc, attendez, je ne dis pas que tout ce que je dis s'insère dans un cadre qui est complet. Pas du tout. Ce sont des pistes de réflexion, des faisceaux, et je suis moi-même en recherche, donc je ne suis pas encore tout à fait clair. Mais je pense que si on est... Puisque tout me semble, finalement, se ramener à une question d'échelle de temps, de temporalité. Le temps la nature dont on utilise 2 planètes, c'est en fait revenir dans le passé de la formation de la Terre. Le taux d'intérêt, qui est une mesure conventionnelle, finalement, le taux d'intérêt n'existe pas à l'état naturel, sauf peut-être le taux de croissance des végétaux, devrait être tel que le temps empêche de poser aujourd'hui des actes négatifs demain. Donc, il y a quelque chose à trouver dans l'échelle de temps. Je ne dis pas que j'ai trouvé, pas du tout, mais je vous donne un premier pressentiment, une première intuition. Merci beaucoup Bruno. Et je propose de tout doucement mettre fin à ce panel et cette conférence. Je voudrais tout d'abord remercier Gaël pour sa participation. C'est vraiment merci à toi. Je sais que ce n'est pas toujours simple.
mais tu as pu te rendre disponible et je pense que c'est fortement apprécié. Ça a été une belle contribution à nos échanges. Merci à Bruno. Et c'est vraiment très intéressant de voir aussi le parcours dans lequel tu es et les perspectives que tu envisages. Et puis bien sûr à nos écopreneurs qui sont quelque part, qui nous montrent la voie au quotidien et qui doivent un peu débroussailler dans tous ces changements. Donne la parole à une dernière personne qui est justement de tout dernièrement, Gaëtan, qui représente les magasins du monde Oxfam. Et on est très heureux de les compter aussi parmi nous. Bonsoir Benoît. Voilà, donc je suis nouveau directeur général d'Oxfam Magasin du Monde et j'ai trouvé sur le bureau en arrivant une des premières lettres qui était une lettre d'invitation à rejoindre la coalition d'entrepreneurs Kaya, d'éco-entrepreneurs Kaya. Dans ma tête, j'ai pris la décision en lisant la lettre. On a eu des petites turbulences économiques en 2022, donc on n'a pas pris la décision tout de suite. Et donc c'est aujourd'hui la première fois qu'on vient pour une activité. Oxfam Magasin du Monde, vous connaissez sans doute, c'est un mouvement citoyen qui gère un réseau de magasins de commerce équitable, qui pilote une entreprise sociale qui est gouvernée démocratiquement par ce mouvement citoyen, de 2000 bénévoles adultes et de 1000 jeunes impliqués dans des écoles secondaires, et qui veut être une force de changement, au-delà de l'activité économique, qui veut être une force de changement. Alors pourquoi on rejoint Kaya ? D'abord parce qu'on a envie de soutenir la communauté que vous représentez, ça c'est notre côté gentil, mais pas que. Je pense que la deuxième motivation, en tout cas à titre personnel, c'est de nous forcer à nous améliorer nous. J'étais ici juste la semaine passée à l'invitation des Shifters et de 2030, avec 700 personnes, je pense, dans un auditoire avec Jean-Marc Jancovici. Et l'animatrice a superbement posé une question au public en demandant de se lever si on était d'accord avec l'affirmation qui était sur l'écran. Et cette affirmation était « Est-ce que votre entreprise travaille dans les limites planétaires ?» Et j'ai été effrayé parce que 40% du public s'est levé. Moi, je suis resté assis. Je ne pense pas qu'Oxfam aujourd'hui travaille dans les limites planétaires, même si apparemment on respecte les critères pour entrer dans la coalition. Donc en gros, la deuxième motivation de venir ici, c'est de se sentir forcé à aller plus loin, à s'améliorer, d'être en contact avec un réseau de personnes qui sont sans doute plus loin que nous sur le volet écologique, durabilité forte. Et peut-être la troisième motivation, pour terminer, c'est d'échanger dans l'autre sens. Sur un enjeu dont on a peu parlé ce soir, mais qui sera l'enjeu des 10 prochaines années, c'est comment est-ce qu'on atteint une masse critique pour être force de changement. Là, on a un peu d'expérience aussi, peut-être plus longue que celle de la coalition, de faire bouger des choses, de faire du politique, de faire de la contagion culturelle. C'est une passion pour moi de se demander comment est-ce qu'on atteint une masse critique. Voilà, j'ai entendu beaucoup parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on compte dans l'entreprise. Oxfam a aussi envie de discuter de comment est-ce qu'on décide dans l'entreprise. Notre cap, dans notre plan stratégique 2030, c'est faire reculer les injustices économiques et faire avancer la démocratie économique. Et voilà, ça c'est un sujet, je pense, pour de futurs échanges. Voilà, merci de nous accueillir. Voilà, il est temps de vous inviter au verre de la sobriété parce que ça s'impose. Et puis que la sobriété, c'est aussi un peu lié à nos moyens. Donc voilà, à votre santé et merci à tous et à toutes.